Oh, tout de suite le calme. Hein? Oh, c'est incroyable. Hein? C'est mieux que la messe. Qu'est-ce qu'ils sont? Oh. Et seulement motivé. Bon, commence la réunion, il faut quand même faire attention. Pas obéir comme ça tout de suite au moindre son de cloche. Hein. C'est comme ça qu'arrivent toutes les dictatures. Hein. Ouais. Tout de suite obéir. Non. Faut faire de la résistance. Hein. Bon. Bonjour. Installez-vous. Hein. Alors, je vais commencer dans le désordre. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, donc j'ai dû rajouter des choses qui n'étaient pas dans mon programme, mais que c'est important. Alors, première affaire, s'il y a des gens qui désirent des écailles d'huîtres pour les poules, il y a Marie-Jeanne qui en a rembordé, c'est gratis, ils sont dans le couloir là-bas. Il faut les casser et les donner aux poules. Il faut les taper au marteau et après on les donne. Et ça fait des œufs Et il y a des perles? Oui. Mais j'en avais ici 2 des œufs comme ça, que j'avais élevés avec des non. Oh, il n'y avait plus moyen de casser, hein, tu pouvais les faire comme ça. J'avais 2. T'avais pas 2? Des boules de billard. La femme m'avait donné en pied comme ça 2 œufs. Et ça, c'est des œufs écolos. Hein. Bon, ça va? Donc là, alors, après, les légumes racines. C'était pas mon programme, mais c'est vrai que des gens m'ont demandé s'il fallait, quand est-ce qu'il fallait tirer les chicons, les bazins. Donc la réunion pour les chicons, comme on fait ces chicons, c'est le mois prochain. Hein. C'est ça, hein, Michel? Je ne sais plus. Hein? Oui. Ouais, hein, j'ai oublié, j'ai marqué quelque part, mais je ne sais plus. Bon. Donc les chicons, c'est la moitié de la réunion. On va faire comme ça. Donc le mois prochain, c'est comment faire des chicons. Mais, donc les légumes racines. Donc il y a les chicorées, les carottes, les céleri laves, les panais, les betteraves rouges. Donc tout ce qui est légumes racines, surtout pas toucher. Je veux dire pas toucher pour faire les réserves. Prendre en fur et à mesure pour le manger maintenant, parce que c'est machin. Mais ça pousse encore. Je veux dire, c'est maintenant, jusque maintenant ça a poussé, ça va encore continuer à pousser. C'est même maintenant que ça, quelquefois ça pousse, ça n'a pas poussé beaucoup, ça pousse beaucoup. Et puis si vous voulez, donc on peut les laisser, donc il y a 2 manières de les conserver. Soit, si on a un hiver comme l'année passée, pas de problème. À tous ces légumes racines, betteraves rouges, carottes, tous ce navets, tout ça, résistent facilement jusqu'à -5. Hein. Donc, facilement, sans problème, jusqu'à -5. Alors, comment? 2 méthodes. Soit quand ça dépasse -5, ou quand il prévoit plus que -5. Donc, alors, il y a 2 méthodes. Première méthode, aller couper tout le feuillage. Donc, betteraves rouges, navets, carottes et tout ça. Donc, si on veut les conserver sur place. Donc, il y a moyen de les conserver sur place. Mais allez, il faut les couper au-dessus du collet. Donc, couper le feuillage et puis laisser comme ça. Parce que c'est le feuillage qui gèle, qui pourrit et qui transmet la pourriture aux racines. Sinon, les racines ne meurent pas. Et si encore mieux, si on veut encore améliorer, si on a de la paille, pas du fumier, hein, de la paille, des feuilles mortes, n'importe quoi, on met dessus. Aussi un plastique comment on appelle ça? Un voile d'hivernage, un voile de protection, un tunnel, n'importe comme ça, voilà. Donc, il y a moyen facilement d'hiverner sur place. Avec les hivers doux qu'on a ici récemment, c'est une bonne méthode. Autre méthode, alors, pour les rentrées. Mais pour les rentrées, il faut attendre les premières gelées. Donc, il faut les laisser aller jusqu'aux premières gelées. Première gelée, le feuillage, on va voir, le feuillage, il tombe. Hein, donc, on va voir, on attend quelques jours, le feuillage, il tombe. À ce moment-là, la racine se met au repos. C'est très important que la racine se mette au repos. Parce que si on les tire, je ne vais pas dire en pleine végétation, ils ne sont plus en pleine végétation, mais ils sont encore en végétation vivants, vous allez les remettre, les machins, et puis ils vont repartir en végétation. Et donc ils vont devenir inconsommables. Hein, donc ils doivent rester. Et c'est le froid, les premiers froids, hein, les premières gelées, les premiers froids qui rendent que la sève, elle descend, la plante se met au repos. Et alors à ce moment-là, on coupe le feuillage. Alors l'idéal, c'est dans du sable,
dans un récipient, n'importe quel, un seau, une bassine, n'importe quoi, ça fait rien, une couche de sable ou de tourbe, une couche de légumes, une couche de sable, une couche de tout, comme ça, dans une remise, dans un truc où il fait froid, hors gel, mais hors gel, il peut geler -1, -2, ça fait rien, et même peut-être un peu plus dans une remise, n'importe quoi, mais au froid, hein, au bazar, et comme ça. Donc ça, c'est deux méthodes différentes. La deuxième, elle est plus facile, parce que quand il fait froid l'hiver, qu'il gèle, qu'il y a de la neige, qu'il y a tout, on ne doit pas les tirer dans le jardin, les affaires, hein, on a tout là. Et quand ils sont dans la tourbe ou dans le sable comme ça, bien fait comme ça, quand ils ont duré, quand on ne les a pas tirés trop vite, c'est comme si on les tirait du jardin. Mais d'autres, ça c'est quand même pour des petites, je veux dire, des petites quantités. Hein. Celui qui a des grands jardins, ben, il ne sait pas quelquefois tout l'entrée, il n'y a pas la place, il n'est pas équipé, alors il faut faire sur place. Mais l'important, c'est les laisser, en tout cas, surtout pas les tirer avant les premiers gels, si on les envoie. Et les topinambours, c'est mieux de faire la première méthode? Pardon? Les quoi? Les topinambours, c'est mieux de faire la première Ah méthode? non, ça ne rentre pas dans les topinambours, dans aucun des deux méthodes. Les topinambours, ça ne gèle jamais. Donc ça rentre dans aucune des méthodes. Donc c'est une plante vivace qui résiste à tout. Donc là, on les tire au fur et à mesure qu'on les a besoin. Parce qu'on ne sait pas les conserver. On conserve 2 semaines, hein, pas plus. Hein. Ouais. Après, ça décède, ça ne va pas. Donc, quand on les tire, il faut prévoir de la tourbe ou du sable. De la tourbe, c'est bien. Les mettre dans un seau et ça conserve 15 jours. Pas plus. Mais c'est mieux les tirer à fur et à mesure. Donc ça ne rentre pas dans la catégorie. Ça ne gère absolument pas. Il faut couper la... Enfin, on n'est pas obligé hein, non plus. Mais on peut couper la canne. La canne est une nourriture exceptionnelle pour les poules, mais surtout pour les lapins. Pour les poules, quand c'est en végétation, quand c'est en verdure. Et après, la canne pour les lapins, ils grignotent ça, c'est un repas formidable pour les lapins. Et alors, bien sûr, c'est pour le compost, hein, pour le... on utilise les cannes. Ça rentre bien dans le... Quand on fait des gros tas, pour protéger pour les hérissons, pour les grenouilles, pour les crapauds, pour les abeilles, les machins, dans tous les jardins, il faudrait... Quand c'est des grands jardins, plusieurs tas par-ci par-là, mais au moins dans chaque jardin, au moins un petit tas. Mais un petit tas, je veux dire, pas à ras du sol, pas comme un compostage de surface, un gros mont. Et là, ça rentre dedans. Le maïs, les cannes de topinambour, les gros branchages, quelque chose d'assez aéré, d'assez lourd. C'est un refuge pour beaucoup d'animaux, et même pour certains oiseaux et tout ça. Indispensable, vraiment, dans tous les jardins, si on veut protéger. Donc il faut. Et là, ça rentre bien, les cannes de topinambour. Après, les abeilles sauvages, les bourdons, tout ça, beaucoup d'insectes vont faire leur nid dedans, hein, dans la canne, parce que s'il y a une moelle et tout, ils se nourrissent de ça, et après, ils font le truc. Surtout, alors, n'achetez pas des hôtels à insectes, vous savez, hein, le génie humain a inventé les hôtels à insectes. Maintenant, heureusement, on a fait, des gens honnêtes ont fait, en France, les scientifiques ont fait les expériences, ça ne marche pas du tout. Hein. Enfin, je ne vais pas dire. Mais quand un scientifique a rencontré un insecte a dit, bon, là, non, ça ne va pas, non. Ensemble, c'est ça. Ils ne vont pas. Les insectes font, là où ils sont, ils ne vont pas se déplacer pour aller, machin. C'est là où ils sont qu'ils ont besoin, le bordel. Donc les hôtels à insectes, ça marche pour 1/10. 1/10 des hôtels à insectes est utilisé, et vous avez perdu beaucoup d'argent et beaucoup. J'ai toujours pensé que c'était une connerie. Les insectes n'étaient pas si bêtes que ça. Ils vont faire le truc à condition qu'ils ont les matériaux. Hein. Donc, hôtel à insectes, méfiez-vous, non, gaspillez pas votre argent. Mais c'est vrai, ça peut être beau. Hein. Donc, un jardin, on a un hôtel à insectes. Et on pense, alors, les humains pensent qu'ils ne sont pas si cons que ça, hein, qu'ils savent quand même faire des trous, des trucs pour les insectes. Mais on entre là dans... On est vraiment prétentieux, on a une prétention incroyable. Mais ça coûte moins cher que les hôtels à Paris, quand même. 25 000 € la nuitée. 25 000 €, hein, c'est pas, vous avez vu, là, un hôtel de la ville de Paris. Oui, mais avec vue sur les touristes. Ouais. 25 000 € la nuitée, mais il est marqué petit déjeuner compris. Hein. C'est quand même pas mal. Hein, 25 000 €, vous imaginez comment on peut arriver à s'endormir, à dormir quand on pense qu'on a payé 25 000 €. Hein? Ça, c'est pas comment ils font. Hein. Il faut vraiment être habitué, là. Hein, parce que, non, mais on est un monde, quand on voit des trucs comme ça, un monde de fous, quand même. Hein,
C'est extraordinaire. Ouais. Hein? T'as déjà été là? Non. Je calculais 3 nuits, quoi. Ça va pas être... 3 nuits, ça... Pourquoi pas 4? 3 nuits. Ben, ça fait plus d'une maison, en gros. Bon, mais quand on y pense, ça devient extraordinaire. Extraordinaire. Bon. Je m'égare, non? Non, voilà. Bon, alors revenons à des trucs plus sérieux. Alors, les infos. Sauf s'il y a des questions, hein. Je ne veux pas arrêter. Je ne veux pas arrêter les questions, hein, non? Non, ça va? On n'est pas obligé d'être, je redis souvent, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. Faut surtout pas, hein. Faut bien garder son esprit critique, hein. Quand c'est trop unanime comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ouais. Bon, alors, commande fourniture. Donc, au plus tard, le 12 octobre, donc le dimanche 12 octobre pour l'entrée, donc c'est les terreaux, les engrais, les algues marines. Donc, n'oubliez pas. Donc, faut venir chercher absolument le samedi 18 octobre de 9h à midi. Donc, samedi 18 octobre de 9h à midi. Et s'il y a moyen, s'il y a des gens qui sont un peu libres, on peut donner un coup de main, 1 heure ou 2 heures. Donc, voilà, avec les bénévoles qui vont être là, il y a des gens du comité qui vont être là pour donner un coup de main. Donc, ça fait toujours plaisir de donner un coup de main. C'est pas beaucoup de boulot, mais quand tous les gens, quand on a chargé, quand c'est toujours les mêmes qu'il faut charger tous les autos, 3 heures, après, c'est dur. Et c'est ça aussi. Les gens doivent aussi, ceux qui viennent, pas venir avec leurs habits de dimanche. Hein. Parce qu'il y en a qui viennent, ils ne peuvent pas toucher à rien, donc on est obligé de mettre les sacs. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Tout le monde doit collaborer. Donc celui qui ne vient pas avec des habits de dimanche, mais il y a toujours des gens qu'il faut aider parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas à cause de leur dos, à cause de toutes sortes de manières. C'est tout à fait logique. Hein. Ou des petites faibles femmes. Hein. Il faut passer ici avant. Je ne sais pas si ça existe encore. Il y a déjà longtemps que j'en ai plus rencontré, mais ça peut. On les a peut-être mis dans une réserve quelque part. Il faut passer ici avant pour prendre le... Oui. Il faut passer ici avant pour voir si tout est là, si tout est en ordre. Oui, je ne sais pas. Je commande, je ne sais pas si... Donc c'est bien à la ferme de Saint-Anquer, c'est à 1 km d'ici. Mais je ne sais jamais à l'avance si tout est là, si tout est l'entrée. Jusqu'à maintenant, généralement, il n'y a pas de problème, mais oui, il vaut mieux passer par ici. Ben, surtout ceux qui ne savent pas l'adresse, hein, ils vont avec des gens qui connaissent la route. C'est vraiment pas loin, 1 kilomètre. Et donc on s'est passé. Jusqu'à maintenant, on ne savait plus passer, on faisait des gros travaux, mais tout y est arrangé, ça va bien. Il faut venir avec le bon de commande original. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Le bon de commande original, donc on met un cachet dessus, comme quoi vous pouvez payer. Donc, et comme quoi c'est payé et tout ça, parce que bon, il y a des gens qui payent tout de suite, mais il y a des gens qui ne payent pas la banque. Donc ici, je mets caché quand tout est en ordre, et là-bas, quand il y a caché la signature, ils vont vous le donner, sinon ils ne vont pas le donner, oui, il faut y avoir. Ouais. Il y a les voiles de forçage qui sont ici, normalement. Et les voiles de forçage, oui, voilà. Donc il faut réclamer, il faut aller là-bas et revenir ici. Oui, c'est ça. Les voiles de forçage, ils viennent ici, et donc on les donne ici, c'est ça. Avant, il y avait plusieurs affaires qui étaient ici, maintenant on a supprimé ça. Hein. La bouillie bordelaise, et il y avait plusieurs trucs. Silicate de soude, qu'il n'y a plus moyen de trouver. Ça, et l'usine est à Moucron, il n'y a pas moyen d'avoir. Ça, c'est quand même dingue. L'usine est à Moucron. Le siège commercial, le machin, est à Wervik. Mais pas moyen, plus moyen. Avant ça, c'est fou. Donc l'usine est là, il y a plus là-bas. Bon. Alors, fruitier, samedi 8 novembre. Donc, là, il est trop tard pour faire les commandes. Hein, donc, tous les commandes sont parties. Et il y en a 130, je pense. Donc, 130. Et donc, il faut venir absolument samedi 8 novembre. Le camion arrive, les camions, ils arrivent à 8 heures. Donc, on fait appel à des bénévoles aussi pour décharger les camions, pour tout mettre en ordre. Et alors, sitôt que tout est mis par ordre alphabétique, pour ça, on fait les commandes des gens, en groupe, les feuilles et tout ça. C'est le système qu'on a adopté depuis 1 an ou 2 ans. Ça a bricolé pendant des années pour trouver, là, ça a l'air de bien marcher. Et alors, on donne aux gens les commandes que quand tout ça est fait. Donc, généralement, ça prend toute la matinée. Et on commence à... Donc, celui qui n'a pas le temps, qui fait... Si c'est pour uniquement planter ses arbres, c'est à partir d'1 heure, pas avant. Mais celui qui vient aider le matin et tout ça, si c'est prêt avant, c'est d'abord ceux qui sont venus aider qui prennent, enfin ils servent, ils prennent leur commande. Je pense que
c'est logique. Alors, dernière chose, à partir de 15h, donc, si des gens obligés ont oublié, n'ont pas commandé tout ça, peuvent venir parce qu'ils commandent toujours enfin, des suppléments, des remplacements pour, et tout ça, mais très souvent, il reste un peu de tout, je commande assez large, et donc à partir de 15h, les gens qui n'ont pas commandé peuvent venir là et prendre ce qui reste. À partir de 15h, voilà. C'est comme ça que... Bon. Ouais, non, ça va, il faut vite demander. Hein? On arrive à 8h. Ben, le camion, ils arrivent à 8h. Ouais. Donc, mais si on n'est pas là à 8h, à 9h, à 10h, c'est bienvenu aussi, hein, pour donner un coup de main, pas de problème. Hein, voilà. Donc, chacun fait toujours comme on veut. Hein, bon. Il n'y a pas d'autres questions? Non? Ça va? La deuxième partie de la réunion aujourd'hui, c'est sur les arbres fruitiers. Hein. Pourquoi des arbres fruitiers et comment on va traiter? Alors, la soirée festive, c'est le samedi 25 octobre à 19h. C'est bientôt. Hein. C'est la musique latino, un petit groupe de 5 personnes, un Mexicain et 4 Belges. Voilà, donc Mexicain et 4 Belges. Il faut s'inscrire là, le cahier est sur la table là-bas. Donc c'est gratis, on demande rien au départ. Il y a une caisse, d'ailleurs cette caisse ici, qui est là. Donc c'est une soirée festive comme on fait toujours. Il y a de la bière, il y a du vin, il y a des baguettes fourrées. C'est ça, hein, baguettes fourrées. Ouais. Et puis alors chacun, selon ses revenus, selon ce qu'il veut, selon sa conscience, il met dans la caisse. Donc c'est tout simple. Voilà. Et si jamais la caisse est trop petite, vous me demandez, je vais chercher une autre. Là, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça, donc sinon c'est gratuit. Donc c'est bien, donc musique latino, inscrivez-vous. Hein. C'est les 70 premiers inscrits. Si jamais, on ne sait pas mettre plus. Hein, il faut l'orchestre, il faut déjà la place, là, 5 avec tout le bazar, et puis assise, donc on ne sait pas mettre plus que 70 personnes. Donc espérons qu'on arrive là, je ne sais pas, parce que ça démarre mal. On dirait que les gens ne sont pas... Ouais, les autres fois, il faut se battre pour avoir une place, et ici, c'est long, hein, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Les gens n'aiment pas la musique latino, pourtant, c'est pas mal, la musique mexicaine, tout là. Quand ils vont l'entendre, ils vont venir. Hein? Quand ils vont l'entendre sur la rue, ils vont venir. Des questions? Donc c'est samedi 25 octobre, 19h. C'est bientôt, ça, non? Enfin, c'est là. C'est ce mois-ci. Alors, les prochaines conférences débats. Les conférences débats, c'est toujours... Ah oui, j'ai oublié de mettre... C'est le vendredi, hein. J'ai oublié de mettre. Ouais. Donc c'est toujours le vendredi de 17h30 à 19h. Alors, il y a eu sur les... Ça vient de se passer il y a une semaine. C'était sur les produits d'entretien. Comment faire soi-même ces produits d'entretien et tout ça. Alors, la prochaine, c'est le 24 octobre. Sur les huiles essentielles. L'utilisation des huiles essentielles. Donc le 24 octobre. Donc 17h30 à 19h. Donc huile essentielle. Le 21 novembre. Il y en a 3 programmés là maintenant. Le 21 novembre, c'est faire sa choucroute. Ah, c'est bon, ça fait une choucroute faite soi-même. Mais enfin, faites sa choucroute, il y a beaucoup de manières de faire la choucroute, mais il y a aussi beaucoup d'autres trucs lacto-fermentés. Je ne sais pas toutes les questions avec comment on fait les légumes. Il y a la choucroute de base, c'est Michel qui fait comment on fait la choucroute traditionnelle à partir de choux blancs et tout ça. Mais il y a aussi d'autres manières. Donc je suppose dans cette réunion, on va parler de tout ce qu'il a, tous ces conserves lacto-fermentées. Donc ça, faites sa choucroute, c'est le 21 novembre. Et alors, le 20 février, donc il y a 3, décembre, janvier, ça c'est repos. Et on recommence le 20 février, c'est tout ce qui tourne autour du nucléaire, et surtout les déchets nucléaires. Ça c'est... Ben, c'était pas en mars qu'on avait dit le dernier. Ah non, bon. Il est programmé là. Ben alors... Le 20 février. Ouais, ça va. Allez, ouais, hein. Ouais. C'est surtout la problématique de l'enfouissement. L'enfouissement et les déchets. Enfin, toutes les questions concernant le nucléaire peuvent être posées, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets, et puis le nucléaire en lui-même, quoi. Tout ça, ouais. Et après, il y a des bonnes affaires, hein. Mais ils ne sont pas encore programmés, pas encore des dates. Comment on fait sa bière. Pas quelqu'un qui fait sa bière lui-même et tout ça, et voilà, la bière. Le miel, mais je n'ai pas encore demandé. C'est tout des machins que le comité a mis. Demandé à Annie et Philippe, une fois une séance, comment on fait pas soi-même le miel, hein, par intermédiaire. Hein.
Mais comment ça se passe, quoi, avec le virus, et tous les problèmes que ça pose, les problèmes de société, et dans les jardins, mettre des fleurs pour le miel, enfin, ça vaut la peine de faire toute une réunion là-dessus. Ouais, hein, parce que Einstein avait dit que quand il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus d'humains non plus. Hein, c'est vrai. Donc c'est important le problème, mais aussi, voilà. Donc les Annie, là, ils sont là. D'ailleurs, c'est des producteurs de miel. Elle a ramené son miel, ben, celui que ça intéresse, là, ouais, voilà. Annie, mais, hein, ouais, bon, voilà. Après, une autre qui est programmée, c'est les oiseaux de nos jardins. C'est aussi intéressant. Et les alternatives à l'énergie. L'énergie, qu'est-ce que c'est, les alternatives? Vous voyez qu'il y a du boulot programmé. Donc, alors, la prochaine soirée festive, après, c'est le latino, c'est un groupe qui s'appelle Tiramisu. C'est déjà très appétissant, hein, Tiramisu. C'est une chorale qui fait de la musique polyphonique. C'est ça, je ne me trompe pas. Je sais plus. Ah, Bernadette, elle n'est pas là, c'est elle qui. Non, je vois qu'elle n'est pas là, c'est elle qui présente. C'est un groupe du nord de la France, ici, je crois. Non. Oui. Ah, voilà. Tu connais? Non, mais j'ai entendu. Ouais, des questions, non? Alors, après, j'ai pas tout fini. C'est quand? Hein? C'est quelle date? Le 18 avril. Le samedi 18 avril, à 19h. Chorale musique polyphonique. Mais, il me semble que c'est un groupe de femmes, mais je ne suis pas sûr. C'est hommes et femmes, mais je ne sais plus même. Alors, groupes locaux de jardinage, l'adresse, voilà. Alors je demande, il y a tout plein de groupes de jardinage qui se forment, des gens qui viennent ici, puis dans le groupe, ils forment et il y a des gens qui ne savent pas venir tout le temps et qui là-bas, quand ils sont plus près, ça va. Donc il y a là, à Soigny, là, et puis là, dans la région de Liège, il y en a 2. Et s'il y a des gens qui font aussi comme ça, peuvent mettre leur... si quelqu'un désire, ou bien qu'il y a déjà un groupe, ils peuvent mettre leur truc. Avec les gens du coin, ils peuvent aller, voilà. Ouais. Donc sur Fives, un quartier de Lille, il y a les Saprofites, c'est rue du Lampeau, qui organisent des ateliers. Et bon, c'est intéressant, on peut regarder sur Internet. Et ceux qui ne savent pas, ils viennent chez moi à Fives. Ah ben justement, tu dois faire une feuille avec ton adresse. Ouais, faire comme ça que les gens savent à qui s'adresser. Ouais. Et c'est valable aussi pour quelquefois pour venir ensemble avec la même voiture, pour faire le covoiturage. C'est pas pareil que le cours de jardinage d'ici. Non, mais ça c'est autre chose, mais ça a à voir avec l'alimentation urbaine. Manger les pissenlits qui poussent sur les trottoirs. Ouais. Et les pissenlits enrichis. Parce qu'il y a des chiens, des humains qui vont pisser dessus, ça donne un goût. Ça s'appelle les pissenlits de trottoir. Ouais, c'est une nouvelle race. Ouais. Alors, de plus en plus sérieux. Oh, de plus en plus sérieux. Vous avez vu que là, les petits oignons sont arrivés. Donc, on va parler de ça. Donc, il est arrivé deux variétés l'ail blanc et l'ail germidour, l'ail violet. Voilà. Mais, quel est le meilleur? Ça veut rien dire. Chacun, c'est comme pour les semences, c'est comme pour tous les bazars. Il faut essayer dans son jardin lequel marche le mieux. On ne sait pas à l'avance lequel va. Peut-être les deux, peut-être aucun, peut-être un. Voilà. Donc, il faut essayer. On ne sait jamais. Hein. C'est comme les semences, on ne sait pas. C'est pour ça les conseils, je veux dire, d'un jardin à l'autre, quelqu'un va trouver ça formidable, une semence, tout ça, et à côté que ça ne marche pas. Donc il faut essayer, il n'y a pas d'autre. Moi, ce que je peux dire, c'est tout ce qui est dans le catalogue, c'est pas pour rien que c'est dans le catalogue. Ça a une fonction, c'est bon, sinon on ne mettrait pas. Hein. C'est bon, mais le reste dépend des goûts, du climat, de la terre, de tellement d'affaires. Donc les gens doivent essayer. Hein, et voilà. Gilbert, ouais. Là, est-ce que ça dégénère? Par exemple, de dernière année, ah, ça peut, oui. Pas dégénérer. Ils dégénèrent quand ils attrapent une maladie à virus. Ah ouais. Et ils attrapent facilement une maladie à virus. Donc ça peut... Hein? Ils dégénèrent fort par... Non. Mais quand ils attrapent le virus, oui. Ouais. Mais ça, ouais. C'est un peu comme les fraisiers. Hein? Alors, ce qui est formidable, justement, les fraisiers, donc, et là, il y a deux plantes assez sensibles aux maladies à virus qui provoquent la dégénérescence. Hein? Donc, dégénérescence, ça veut dire... ça devient de plus en plus petit, les feuilles et tout, et tout ça. Mais quand on les met ensemble, ils se soignent l'un l'autre. Donc il n'y a rien de meilleur que mettre la meilleure association, c'est ail fraisier. Donc l'ail renforce le goût de la fraise.
l'ail ne donne pas un goût d'ail aux fraises. Ça pourrait arriver, hein. Mais non, mais il renforce la défense de la fraisier contre toutes les maladies à champignons et tout ça, et donc contre les virus. Donc ils retardent beaucoup les maladies à virus, les maladies de dégénérescence. Donc toujours, s'il y a moyen, fraisier et ail, le plus près possible. Mais ça, c'est chacun. On peut même mettre entre les fraisiers, sur la même ligne de l'ail. Ou bien alors, à côté, à 20 cm, mais pas trop loin, sinon ça n'a pas d'effet. Hein. C'est les sécrétions de l'ail que prend le fraisier. Voilà. Il ne faut pas compter avoir des gros ailes non plus. Hein. Entre les fraisiers, mais souvent ils sont plus petits alors. Oui, peut-être. Ouais. Ça dépend comment c'est nourri. Ça dépend aussi de la fertilité de la terre, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Ah, ouais. Une terre bio depuis longtemps, elle est très riche et tout, il vient. Et donc la distance. Ça pose le problème de la distance. Et je vais dire, au début à Albec, là-bas, parce qu'on a fait beaucoup d'expériences, beaucoup de trucs, on préconisait 50 cm entre les lignes des plantes. Par exemple, ail, on commence toujours, ail, oignon, échalote, c'est la première, on disait, mettez-le à 50, et puis au printemps suivant, entre deux, semez des carottes, mettez des laitues, mettez un tout, comme ça, mais mettez pas plus près, mais à 50 pour le savoir. Puis on a été des années à 60. À 60, parce que 50, tous les légumes autour, tout devenait, il n'y avait même plus moyen de marcher entre deux, d'aller de faire. Et cette année, maintenant, on a pris la décision, il y a un mois, de tout mettre à 70 cm. Tellement, mais il faut commencer, je veux dire, ça dépend du jardin. Tellement, je veux dire, les légumes qu'on met entre deux deviennent importants. Les carottes, les scaroles, tout ce qu'on met, allez, ça touche, tout. C'est formidable. Donc, on a décidé de... Mais il ne faut pas démarrer comme ça, hein, ça dépend de l'état de votre terre, l'état de bandage. Voilà. Donc, on a démarré à 50, 60, maintenant, on est à 70. Hein, c'est pour dire. Mais, l'idée à retenir, c'est jamais des lignes trop serrées. Donc, pour faire des associations, le départ d'association, c'est les petits oignons, les échalotes, l'ail, hein, qui est mis là maintenant, ou bien très tôt au printemps. Donc, il faut mettre à bonne distance. Parce qu'après, on va nettoyer, on va passer entre deux. Et puis, la terre, elle est formidable. Alors, quand on a fait 2-3 fois des désherbages, pour semer, alors, je vais dire entre deux, les laitues, les scorsonnaires, les carottes, les machins, chacun fait, hein, tout ça pour faire des bonnes associations. Et ça marche bien. Donc, et au fur et à mesure que ça vient grand, que la terre vient bonne, vous allez devoir élargir. Mais n'oubliez pas de... Et donc, c'est pas perdre du terrain. Parce que quand on fait ça, on a l'impression de... On met à 60, on a tout de suite couvert, on dirait qu'il n'y a rien sur le terrain. Hein. Mais après, bien. Hein. Donc, c'est presque des choses, je vais dire, entre deux, parce qu'on vient mettre des choses entre deux. Donc, ça augmente beaucoup sur le même terrain, on fait beaucoup plus de production. Alors qu'au départ, on dit, allez, mettre l'ail et les oignons à 60 cm, c'est ridicule. Ben non. Après, quand on vient mettre des autres affaires, on le voit. Et surtout que l'ail, au départ, l'ail, l'oignon, les échalotes ont besoin de beaucoup de lumière. Hein, après, plus, enfin moins. Mais au départ, ils ont besoin de beaucoup de lumière. Donc, ils ont toute la lumière qu'il faut. Et après, tout ils poussent ensemble. Alors, il y a deux méthodes. Selon les terrains. Celui qui a un terrain humide, lourd, que l'eau, elle ne démarre pas, elle ne stagne pas, il faut faire, le plus simple, c'est des billons, des buttes. C'est-à-dire qu'on appelait ça avant des beaux divers. Donc on appelait ça des beaux divers, c'est-à-dire 1 mètre 20 de largeur, de chaque côté un fer de bêche, et ce fer de bêche-là, donc profondeur d'un fer de bêche, largeur d'un fer de bêche, et cette terre qui est mise au-dessus. Donc ça ne rajoute pas beaucoup. Ça fait quelques centimètres, hein, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de chaque côté du mètre ou de 1 mètre 20, l'eau, elle ne stagne pas, c'est comme une espèce de drainage. Hein, donc pour les terres lourdes et humides. Et là-dessus, on cultive alors l'ail, les oignons, les échalotes. Mais aussi, ça sert aussi au printemps à cultiver les choses, hein, pour les terrains, justement, hein, les terrains marécages et tout ça, on peut cultiver sur les billons. Il ne faut surtout pas... Donc, après, par ici, on a fait ça et on a oublié pourquoi on le faisait. C'était tout des terres de marécage, donc on cultivait sur billon. Avant l'hiver, on mettait tous les terrains comme ça au billon pour savoir, soit avant l'hiver mettre des épinards et mettre tout ça, soit au printemps pour savoir cultiver, sinon il fallait attendre trop longtemps pour que l'eau descende.
Après, on a oublié pourquoi, et systématiquement, tous les jardiniers mettaient en beau d'hiver, sans rien mettre dessus, et puis au printemps, ils débutaient et le mettaient tout à plat. Ça c'est une méthode qui était devenue quoi, inutile, un peu ridicule même. Hein, voilà. On faisait souvent ça dans le temps aussi, c'était pour mettre le purin. On mettait le purin alors dans le... Ah oui, oui, il y avait certaines raisons comme ça. Mais c'est surtout pour échapper au marécage, hein, à l'humidité. Donc ça reste toujours, pour cultiver comme ça, pour les terrains toujours lourds et humides, pendant le temps qu'après que ça s'améliore, hein, ça va s'améliorer. Hein. Quand ça devient bio, quand ça devient vivant, après c'est plus... ça devient les terres formidables, hein, qui restent légèrement humides, et c'est des terres de production formidable, hein, les terres argilo-limoneuses et tout ça. Donc là, voilà. L'autre, c'est ceux qui n'ont pas de problème, les terres plutôt sablonneuses, ou bien argilo-sablonneuses, ou bien il y a tous les sortes, que ça ne saigne pas, là, on peut mettre à plat. Là, on peut mettre à plat. Il y a aussi une autre méthode, c'est faire des petites buttes. Donc, d'une dizaine de centimètres. Mais, je trouve que c'est plus facile de faire un billon avec un bazin, c'est plus facile pour travailler que... Bon, bah, mais chacun adopte comme il veut, hein, comme ça lui plaît de faire. Alors, donc, quand on a fini, donc, pour l'ail, il y a des grosses têtes, là, vous avez vu, et chaque tête contient ce qu'on appelle des cailleux. Donc, il y a 10 ou 12 cailleux, selon le... Quelquefois 8, mais c'est plutôt rare, c'est plutôt autour d'une dizaine. Donc, il faut tout détacher. Hein. Il y a les cailleux du tour. Les cailleux du tour, c'est ceux qui donnent le plus, qui sont susceptibles, je dis bien, hein, pas toujours vrai, susceptibles de donner les plus gros ailes. Mais ceux du milieu donnent aussi de l'ail. On peut tous les mettre. Alors, il y en a qui adoptent une méthode, ils prennent ceux du tour pour planter, et ceux du milieu pour la cuisine. Bon, mais je veux dire, mais c'est pas obligatoire, même ceux du milieu, ils donnent aussi. Mais c'est ceux du tour qui donnent les plus beaux, ça c'est absolument certain. Alors, quand on les plante, quand on a fini de planter, on doit les voir encore. Donc, il faut les mettre quand même assez profond, parce que sinon, sitôt qu'il vient la petite tige verte, que ça commence à pousser, là, les oiseaux, ils vont tous les tirer dehors, hein, on peut tous les remettre, hein, ah ouais, hein. Donc il faut les mettre, mais qu'on les voit encore. Donc, un caillou, ça fait quand même profondeur comme ça, donc on les met toute la profondeur de l'ail, mais qu'on voit encore la pointe. Et alors, comment ça va pousser? Les petits oignons aussi, les échalotes aussi. Hein. Ils font d'abord leurs racines. Donc, ils font leurs racines. Et les racines font qu'ils remontent. Et le bulbe pousse en dehors de la terre. Donc, quand il fait ses racines, il pousse. Alors, il ne faut surtout pas les repousser, les remettre dedans. Hein. Les gens, ils pensent que c'est comme ça que ça doit pousser. Hein. Donc, seulement les racines dans le sol et le bulbe dehors, hein, sinon ça va pourrir. Hein. Hein, mais souvent, on pense que... Hein, donc, et on remet, on repousse. Je dis parce que je l'ai fait. Hein, bon, bah, j'ai fait tous les conneries. Donc, voilà. Donc ça, mais ça, bon, voilà, c'est normal. Alors, donc on doit les voir quand c'est fini. Et alors, l'idéal, c'est accompagner avec un peu d'algues marines. Poudrer régulièrement avec des algues marines. Premièrement, parce que les plantes, là, les petits oignons, là, les échalotes, ils aiment bien, ils ont besoin d'un supplément de chaud, calcaire et magnésium. Par exemple, les algues marines contiennent calcaire et magnésium. Et quoi encore? Attendez, non? Oui, c'est ça. Et pour lutter contre la pourriture, pour savoir les conserver et tout ça. Donc l'idéal, après, même quand on les tire, les échalotes, l'ail et tout ça, c'est les mettre dans les algues marines. Et ça conserve. S'il y en a qui pourrissent, même, ça ne communique pas aux autres et tout. Et ça. Donc les algues marines, pour conserver, ça va bien. Mais aussi pendant la culture. Il y en a qui n'arrivent plus à faire de la culture parce que, cette année d'ailleurs, ça a été... C'était autre chose cette année. Hein. C'était pas une maladie cryptogamique qu'on appelle une maladie à champignons. C'était un asticot. Donc un ver d'une mouche. Oh, j'ai jamais vu ça comme moi. Tout a pourri, attaqué par des asticots et tout ça. Et j'entends que plusieurs ont eu cette verse. Donc ça c'est assez récent, c'est assez nouveau. Bon ben voilà. Alors ça je sais pas, on verra. Hein, alors, donc l'ail, donc pour décortiquer, mettez les petits oignons. Ça c'est une race de petits oignons qui s'appelle, c'est la variété radar. Avant, il y avait que les maraîchers qui connaissaient, mais c'est assez récent, une dizaine d'années que ça existe, qu'on a mis au point cette variété d'oignonnés, hein, pas d'oignonnés, de petits oignons comme ça, qu'on peut mettre avant l'hiver, alors pour récolter très tôt au printemps. Donc tout en vert,
avec le bulbe et le verre. Mais si on les laisse, ça grossit, ça vient comme... Ça, c'est... Oui. J'en ai mis pour la première fois l'an dernier, des petits oignons, et ils ont quasi tous monté. Ils ont monté. Ah, ça peut arriver. Ouais, c'est parce qu'il a fait un temps exceptionnellement chaud au début du printemps. Peut-être que c'est la raison. Hein. Ah ouais. Je pense, hein. La première fois que j'en mettais. Ah ouais. C'était super. Mais c'est bon, ça vaut la peine. Et alors, des oignons montés, c'est comestible. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est même une spécialité de certains restaurants de faire monter, de faire germer des oignons et de faire des soupes avec des oignons germés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des oignons qui ont monté comme ça. Ça a un goût un peu spécial. Vous me ferez soupe à l'oignon, c'est avec des oignons qui ont monté. Hein. Donc, c'est pour ça que tout existe à tous les goûts. Il ne faut pas... Avant de jeter quelque chose, il faut vraiment bien réfléchir. Comme les laitues. Quelquefois, on a mangé... Ici, maintenant, on a avec des laitues qu'on a repiqué, des laitues rouges... comment on appelle ça Des serbotins. Hein? Des laitues à couper, feuilles de chêne rouge. Donc ça fait des bouquets comme ça formidables, et il commence à monter, mais donc il vient une grosse tige dans le milieu. On a mangé la tige, ça ressemble à des asperges, hein, c'est vraiment... Ah ben oui, c'est curieux, quelquefois on dit on va pas manger la tige. C'est très goûteux, très appétissant, mais on a comme ça des vues, je me rappelle ma mère, moi, une laitue, tout décortiqué avec les feuilles qu'on mangeait, on ne mangeait pas les cartes, on ne mangeait pas un boulot fou, alors c'est tout des trucs culturels quoi, qui remontent. Donc il faut réfléchir et tout utiliser, voir comment... Ça n'a pas le même goût, bien sûr, hein, mais c'était bon. Hein, ouais. Gilbert, ouais. Le conserver là, je crois que la meilleure solution, c'est toujours de laisser pondre dans un endroit ventilé. Moi, j'en ai encore toujours de l'année passée. Ah oui, pour conserver, dehors, hein, à l'abri des grosses pluies, mais... Même à l'intérieur, au moment que c'est ventilé. Ouais, mais dehors, ouais. Ça, je vais en parler au moment de... Bon, alors, donc les petits oignons aussi, à peine dedans qu'on les voit quand on a fini. Et là, ça tient moins, là, quelquefois, il faudra les retourner pour les remettre dedans, hein, les oiseaux, quand la petite truc vert arrive, ça arrive. Et alors, les échalotes. Alors, on peut aussi mettre les échalotes, maintenant, surtout pour manger les échalotes en verre. Et ça, c'est un truc culturel d'ici, de la région du Nord, nord de la France, ici, l'ouest de la Belgique. L'ouest de la Belgique, on est là. Sud-ouest. On est petit à petit absorbé par le nord de la France. C'est pas si vous avez marqué. Et puis car il faudra se défendre là, des néo-flammonds de l'île et tout. Il faudra faire attention là, parce qu'on est en train de se faire bouffer là. Bon, alors, voilà. Mais les échalotes, mais malheureusement, on ne trouve pas d'échalotes dans le commerce pour le moment. Donc, s'il y a des gens qui ont trop d'échalotes, c'est le moment de venir en vendre au coup du jardinage. Parce que c'est maintenant qu'on met les échalotes donc pour manger en verre. Donc déjà, une belle grosse échalote avec la verdure à partir du mois de mars, hein, de fin mars. Hein, ça, c'est bon quand même. Hein, il y a une tradition par ici, les échalotes crues comme ça. Ah ben ces échalotes-là, maintenant, pour gagner 2 mois, je veux dire, on les mettons maintenant, hein, et ça ne gèle pas. Donc, oignons, ail, échalotes, ne gèle absolument pas. Donc, il ne faut pas protéger, ni rien, hein, rien du tout. Donc, en plein terre, comme ça. Alors, Jusqu'à moins 15 degrés? Pardon? Jusqu'à moins 15 degrés, ça peut résister. Ah oui, non, ça ne gèle pas, non. Comment ça cultive en Alaska? Non, ça ne gèle pas. Ça se refroidit, ça se réchauffe. Mais, si jamais ça gèle dans votre coin à plus que moins 15, hein, je vais vous rembourser. Parce que je m'avance beaucoup. Mais ça peut... mais non, mais je pense... J'ai jamais entendu que l'ail et oignon, ça gelait. Mais je ne pense pas. En tout cas, s'il y a des régions, souvent où il neige, s'il neige, il n'y a plus de problème. Hein. Il peut faire moins 20, moins 25. Hein. La neige est un isolant formidable. Hein. Le problème, c'est qu'il y aurait moins 15, moins 20, sans neige, avec un froid qui dure plusieurs semaines. Bon, là, je ne sais pas. Hein. Là, je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer. Mais s'il y a la neige... Alors, on peut aussi encore faire semis. Je vais faire ça la semaine prochaine dans ma serre. Hein, j'ai mis dans ma serre, maintenant j'ai rentré tout plein de laitues, des scaroles, des choux de Chine, repiqués après les tomates, après tout ça. Mais enfin, je dis après les tomates et tout. Mais cette année, j'ai rien eu. Hein. Oui, rien du tout. J'ai fait une connerie. Enfin, j'ai demandé à mon garçon de m'aider à vider le poulailler. Pas m'aider. Il a fait. Il ne sait pas travailler avec personne.
travaille avec lui, je suis comme ça. Vraiment nerveux. Donc, je préfère laisser tranquille. Et alors, je n'ai pas surveillé. Et donc, il a vidé tout dans ma serre. Mais une couche comme ça de mon poulailler, de poule. Et cette année, tout, dans ma serre, il n'y a rien. Tout y est poussé. Et puis, dans les prochaines, j'espère que je vais avoir des tomates de 3 kilos. Normalement. Mais cette année, ça a été là. Bon, j'ai tout rempli. Mais tout ça pour dire qu'à n'importe quel moment, hein, ça fait 45 ans de jardinage et une grosse tête, hein, vous voyez, une grosse tête dans le cerveau, et puis des conneries comme ça. Bon, ben, et qu'on peut des conneries tout le temps, il ne faut pas s'arrêter à ça. Hein, on va encore en faire sans arrêt. Hein, on va en faire. C'est comme ça qu'on apprend. Hein, après, comme ça. Donc là, maintenant, j'ai rentré dans ma scène, j'ai mis tous ces trucs. Et alors maintenant, entre deux, donc j'ai mis à 50, 60. Et entre deux, maintenant, je vais aller semer des oignons. Semer des oignons. Mais ça peut aussi, on peut les mettre. J'ai déjà essayé avec les échalotes et l'ail. Ça va pas très bien. Ça va, mais c'est plutôt, je vais dire, chétif par rapport à dehors. Alors qu'on pourrait penser le contraire. J'ai déjà fait plusieurs fois. Faut encore, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont encore l'expérience. Hein. Je parle d'une serre froide. Hein. Mais maintenant, il y a tout. On a la verdure, on a tout, mais quasiment pas de bulbe. Et les échalotes, c'est le même. Et la verdure, elle est comme ça, hein, capricieuse. Les oignons, oui. Les oignons, ça marche bien. Alors, donc, je vais aller semer des oignons, et mettre aussi des petits oignons, mais semer des oignons hâtifs, donc entre deux, et aussi des carottes. Parce que les carottes semées maintenant en serre froide, ou bien en couche, hein, celui qui a une couche, va avoir des carottes fraîches au mois d'avril l'année prochaine, délicieuses. Hein. Vraiment, ça marche bien. Hein. Donc, voilà, n'oubliez pas. Ou bien alors, même en pleine terre, mais alors il faut un voile, ou bien un tunnel, ou bien, mais dans des couches, ou bien dans ces froides, ah ouais, ça marche bien. Hein. Donc, c'est toutes des choses assez, enfin je veux dire assez récentes que j'ai, sans arrêt, j'expérimente, j'essaye des bazars, il y a des trucs que ça marche bien, hein, vraiment, voilà, comme ça, pareil. Donc on peut encore aussi semer des oignons hâtifs. Hein, donc pas seulement les petites bulbes, les petits oignonnés, mais les oignons hâtifs, ça met longtemps pour germer, quelquefois c'est plus de boulot, mais bon, enfin, ça vaut la peine. Tandis que les petits oignons, comme ça, à partir d'oignonnés, ça marche sur tous les terrains. Celui qui a un terrain récent, qui a envoyé tout ça, là, c'est l'idéal, parce qu'il faut, les oignons, ail, oignons, échalotes, aiment bien une terre ferme, il faut juste nettoyer le dessus et les mettre, et donc ça va marcher. Hein. Quel que soit l'état de la terre, ça, il y aura des résultats. Ça, c'est sûr. Donc, il y a quelquefois, on dit, on va attendre un peu un an que la terre devienne meilleure, tout ça, mais pour ail, oignon, échalote, non, quand la terre, ça pose même des problèmes, quand la terre devient trop riche. Hein, donc, là où on met ça, surtout pas mettre de fumier ou d'engrais ou rien du tout. Hein, parce que le problème, c'est quand la terre devient trop riche, ça va moins bien. Les oignons, là, les échalotes vont moins bien. Bon, il y a des choses comme ça contradictoires. Hein, mais, bon, oui, est-ce qu'il y a des... Ouais. Pour les carottes, la première année, quand la terre est encore assez... Oui, mais non. Mais c'est ça aussi. Les carottes aiment bien une terre argileuse, limoneuse. C'est là-dedans qu'on a les plus belles carottes. Pas dans les terres sablonneuses. Parce qu'on a fait des lasagnes, donc c'est la première année, et je ne suis pas sûre que ça a bien marché. Il faut essayer. Il faut faire. Dans les lasagnes, on ne met pas des graines. On met le contenu du pot, c'est trop fort. Ah oui. Ça chauffe trop. Ah bon. Ouais. Comment on appauvrit une terre? Pardon? Comment on appauvrit une terre si notre terre est trop riche et que l'ail ne donne jamais rien? Comment on fait quoi? On appauvrit. Ah, bah, c'est ça que je cherche maintenant. Comment appauvrir une terre? Jusque maintenant, on était toujours dans l'origine. Bah ouais. Bah, il faut des coins qu'on n'enrichit pas du tout, qu'on laisse tranquille, qu'on laisse plus ou moins sauvage, pour encore avoir... Oui, voilà. Mais, en tout cas, mais il faut tout. Une bonne terre, je veux dire, il faut partout, dans tout son jardin, essayer d'avoir une bonne terre riche, vivante. Mais là où on met certains légumes, surtout pas de compost, pas d'engrais, pas de fumier, rien. Là où on cultive, par exemple, ail, oignon, échalote. Voilà. Et en général aussi, tout ce qui est légumes racines. En général, hein. Les carottes, les machins, une terre qui a un an, qui a été riche, je veux dire, qui a eu de l'engrais, de compost, il y a un an. Mais l'année où on les cultive,
plutôt rien. Sauf, c'est les riraves. Hein. C'est les riraves, là, hein, c'est un légume racine. Lui, il a besoin de maximum. Mais les navets, les carottes, les betteraves rouges et tout ça, non. Une ancienne terre, ancienne terre, une terre riche, vivante, bien, mais pas en rajouter l'année, on les cultive. Voilà. C'est pour ça que ça va bien, par exemple, entre ail, oignon, échalote, hein, qu'on vient mettre des carottes, des betteraves rouges, des légumes racines, hein, pour les protéger. Et là, on n'a pas mis d'engrais, on n'a pas mis de fumier. Et on peut les mettre au même endroit tous les ans, à ail, oignon ? Ah, si ça marche bien, oui. Mais c'est encore question de... Oui, si. Oui, il faut... c'est pas nécessairement toujours tourner. Non, ça... Il y a des plantes qui se plaisent bien, qui aiment bien de revenir toujours à la même place et tout ça. Et puis à un moment donné, vous allez voir, ça ne va plus aller. Et puis, mais ça peut être des années. On peut cultiver des pommes de terre. Mon voisin a cultivé des pommes de terre pendant 10 ans à la même place. Et tous les ans, moi j'allais voir, je dis, il y a bien une année où ça va... non. Ouais, j'étais au début, je faisais du jardinage. Hein, donc, je croyais qu'il fallait toujours tourner. Et tout ce qu'il mettait, il vidait son cabinet. Tous les ans, hein, sur son champ, et il n'aimait pas le jardinage, hein, donc, et il mettait des patates, et tous les ans, j'allais voir, je dis, mais, et tous les ans des patates, et tous les ans des belles patates, hein, pendant 10 ans. Bah, donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas, ça peut aller, il n'y a pas de règles comme ça. Hein. Avant, il y avait des règles. Non, il faut, c'est plus l'observation. Et on voit, hein, dans certains coins, quand on met certains légumes, ils viennent magnifiques, quand on les change de place qu'on essaie, pour le soi-disant, et ça va moins bien. Mais chacun, il doit faire ses propres. Mais je veux dire, c'est pas systématique. Il faut pas. Ouais, c'est pas systématique. Il y a des plantes comme j'ai encore dit, comme les légumineuses, hein, ont intérêt à changer de place. On sait pourquoi. Hein. Les haricots, les fèves, le petit pois, c'est parce qu'il vient des. Au début, il y a des bactéries qui fabriquent de l'azote, qui fabriquent de l'engrais pour les plantes, mais après, il vient des bactéries qui mangent ces bactéries-là. Donc, si on les met à la même place, on n'a plus cette aide. Donc là, on connaît la source. Mais pour les autres, il y a encore beaucoup à chercher, à découvrir. Alors, aussi, quelque chose qu'on oublie souvent, que je ne parle pas non plus, c'est des échalotes, des oignons échalotes, ou des échalotes oignons, échalotes de Jersey, par graine. Donc on peut semer, alors c'est un oignon, mais qui ressemble à une échalote. Donc ça fait un truc rouge comme ça, et on peut semer aussi ça maintenant, pour avoir l'année prochaine. On peut semer aussi au printemps, mais en semant maintenant, ça donne de très bons résultats pour l'année prochaine. On a des gros oignons en forme d'échalote comme ça, et il y en a qui peuvent arriver au demi-kilo. Donc si on ne les récolte pas avant juillet août, donc ils se plaisent bien quelque part. Donc ça s'appelle, mais c'est un... Échalion. Échalion, ça s'appelle. Ouais. Les Hollandais ont tenté de vendre ça comme échalote, mais et puis il y a eu un procès, même en Europe et tout, ils ont dû... c'est pas une échalote, pardon. Hein. Ça reste un oignon. Hein. Un vrai échalote ne fait pas de graines. Hein, et c'était une bataille, hein, c'était bien, hein, entre les Français et les Hollandais. Ah, ça c'était comique à voir. Hein, comme ça, hein. Les Français voulant protéger, avec raison, hein, les échalotes, hein, ceux qui ont une vraie échalote, goûtent d'échalote. Les Hollandais, là, n'importe quoi, du moment que c'est pour faire du fric, on y va. Hein, mais c'est pas une échalote. Donc, et les Français ont gagné quand même. Ça arrive, hein, ça arrive. Hein, ouais. Ça arrive, hein. Je ne sais pas s'il y a des Français dans la salle, mais... Bon, voilà. Alors, il y a encore des choses à semer. Je ne vais pas tout énumérer parce qu'il y a encore des autres affaires. Donc, il faut prendre la feuille. J'ai parlé de choses oignons et échalotes. Mais ici, il y a encore en octobre, là, la feuille est sur la table pour les gens qui ne font pas. Mais on peut encore continuer. Hein. La moutarde, les épinards, des laitues à couper. Mais il faut prendre le persil. Il y a encore pas mal de choses. Hein. Donc, il faut prendre la feuille, là, semi d'octobre. Il y a encore pas mal de... Ici, dans les jours qui viennent, il fait bon et tout. Il y a encore beaucoup de choses hein, à semer maintenant pour le manger en hiver et au printemps. Hein. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Voilà. Alors, un autre sujet. S'il n'y a plus de sujet ici, ail, oignon, échalote, tout ça, s'il y a encore des questions, c'est le moment. Non? Ouais. La variété de la carotte en couche. Oh, on peut essayer une fois avec toutes les variétés. Mais la meilleure qui donnait, mais il n'y en a plus dans la boîte. Bah oui, mais il n'y en a plus. C'était la Jouarotte, une carotte allemande, là.
Mais il n'y a plus rien. Pourtant, 1 kilo de semences, tout est parti là. Ça, c'était... Mais après, en général, la demi-longue nantaise donne des bons résultats. Les autres, il faut essayer. Hein. C'est pour ça qu'il faut essayer avec tous les carottes. Il ne faut pas se contenter, tout ça, mais en tout cas, voilà. Celui qui doit avoir qu'un paquet ou une petite... je ne vois il n'y a plus, mais avec la demi-longue nantaise, oui, ça convient bien. Ça va là longtemps, les semences de Pardon? carottes? L'Amsterdam. Ah, Amsterdam aussi, oui. Et Amsterdam, oui, la très hâtive, pour avoir très tôt. Oui, c'est juste. La demi-longue d'Amsterdam et demi-longue nantaise améliorée. Oui, oui. Demi-longue d'Amsterdam, c'est juste. Ouais. Ça fait des moins grosses carottes, mais les carottes sont plus juteuses, ils sont meilleures, ils sont bons. Et puis, très tôt, très hâtives, alors. Moi, j'ai encore une question. On peut semer jusque quand les engrais verts? Oh, généralement jusqu'à la fin du mois. Mais le plus vite possible. Hein. Parce que le temps, il peut se dégrader totalement. Comme maintenant, c'est encore un temps. Tant que la température ne descend pas en dessous de 10, et que y a de l'eau, comme maintenant, c'est idéal. Ça, ouais. Donc il n'y a plus. Maintenant, c'est humide, les températures sont baissées, donc ça, c'est l'idéal. Nos amis les taux. La moutarde quand tu gèles. Pardon? Nos amis les taux. Oui. Les taux. Que fait? Elles viennent, elles arrivent, elles font des... Oui, c'est des bons amis du jardinier, il n'y a pas de problème. Alors. Dans les semis, elles font des dégâts. Non. C'est les rats aux pieds, c'est les mulots, les campagnols, pas les taupes. Hein. Alors, les taupes font des galeries minimum à 30 cm de profondeur. Minimum la profondeur, hein, même plus. 30 cm, jamais plus près du sol. Et elles font des gros monts. Donc des gros monts. Tandis que les rats des champs, les autres font des plus petits monts, et que bien souvent on voit leur galerie, hein, comme ça, on voit. Les taupes sont uniquement insectivores. Uniquement insectivores. Donc elles bouffent tout ce qu'elles trouvent. Hein. C'est pour ça qu'elles font des galeries. Tout ce qui tombe dans leur galerie, elles bouffent. Même les compagnols, hein. Même les rats des champs, parce que quelquefois ils se trouvent dans leur galerie, ils utilisent, enfin, s'il rencontre une taupe, c'est fini, hein, la taupe, elle le zigouille. Hein. Carnivore. Carnivore, uniquement carnivore, la taupe. Ah ouais, donc ça ne fait jamais de dégâts, ça ne mange jamais aucun légume, rien du tout, rien. Non, ça c'est sûr. Non, c'est parce qu'on confond, il y a une confusion. Et alors la terre des taupinières, elle est formidable, donc ça fait des gros monts, c'est cette terre-là qu'il faut prendre pour faire les semis. Par exemple, les semis, vous mélangez avec un peu de terreau, tout ça, pour faire les semis, ça c'est l'idéal. C'est la terre de ces taupinières, c'est fin, c'est une bonne terre. Ah ouais, débarrassé de... Il n'y a plus une bébête dans la terre des taupinières, il n'y a plus un verre, il n'y a plus rien. Hein. La taupe a tout mangé, a tout fait. Donc, ouais, ceux qui causent des ennuis, c'est les compagnons, les rats des champs. Alors, pour ça, il y a une méthode. On vend aussi du blé empoisonné. C'est pas toujours très efficace, mais enfin, ça peut aller. Ce qui est un peu plus efficace et plus bio, c'est enterrer un seau, minimum un seau de 10 litres. Donc, un seau assez important, même plus, c'est encore mieux. Donc, enterrer dans le sol. Mettre à fleur de terre. Donc, à fleur de terre. Mettre dessus un truc, comment dire, pas une toile, quelque chose de rigide, mais pas transparent. Il fait noir. Donc, un couvercle, quelque chose. Ou une planche. Voilà. Qu'on laisse 2-3 cm, pas plus. Donc là. Donc, il déborde un peu du seau. Hein, là. Mettre la moitié d'eau dans le seau. Donc, c'est ça, comme ça, jusque la moitié mettre de l'eau. Et donc, les rats des champs, les machins qui sortent, compagnons et tout ça, vont venir se mettre à l'abri, en dessous, vont entrer dedans, vont tomber dans le seau et vont plus savoir remonter. Oui, mais attention, il faut aller visiter souvent le seau, parce que sinon vous allez avoir toutes sortes d'autres animaux dedans. Des hérissons, par exemple. Comme des hérissons ou des crapauds, grenouilles. Ah ben non, c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser seulement 2-3 cm. Oui, justement, il faut vérifier souvent, il faut souvent les voir. Ah ouais, là, les hérissons, ils ne sont pas... 2-3 cm, juste que... Là, voilà. Ils vont... Voilà. Et ça, c'est un système qui marche bien. Voilà. Ça, c'est... Les insectes, les guêpes et tout ça vont rentrer dedans. Alors, Le niveau du seau, il faudra du sol. Oui. Pardon? Le niveau du seau, au-dessus du seau, il faudra du sol. À ras du sol, hein. Ouais. À ras du sol. Ouais. Ouais, ils vont rentrer dedans, ils ne seront pas... Hein, par contre, c'est noir, ils vont rentrer pour se mettre en sécurité, et boum, ils vont tomber dedans, ils ne vont plus savoir remonter. Et j'ai fait ça dans ma... C'est par hasard.
Encore une fois. Après, j'ai vu dans les livres tout ça qui font ça, mais par hasard dans mon poulailler. Donc j'ai le fond d'un tonneau de 200 litres, là, où je mets... Donc je mets de l'eau, je joue la rabote pour les poules et tout ça, on continue, et je mets là-dedans des algues marines, du vinaigre et tout pour le... et puis donc, l'eau a baissé, n'était plus qu'à la moitié, et puis j'ai eu, tout à coup, j'ai trouvé un petit rat, un petit jeune de rat dedans. Et puis je dis, je vais laisser comme ça. J'ai attrapé toute la nichée, une dizaine, tous les jours, tombé dedans, c'est plus le monter. Ah ouais, donc même pour les poulaillers, pour ça, donc, et là, il n'y avait rien. Je dis, je n'ai pas de protection, rien du tout. Donc ils allaient pour boire seulement, ils tombaient dedans, et donc c'est lisse, hein, c'est le fond d'un tonneau, là. Ah bah ouais, un bon système aussi, c'est comme pour prendre des souris, tout ça. Si vous avez beaucoup trop de souris, mettez un fond de graines alors dedans, c'est la même chose. Oui, pour prendre des souris, un fond de graines dans le fond du tonneau ou un truc comme ça. Et pas mettre d'eau. Oui. Non, il ne faut pas mettre de l'eau. Normalement, ils vont pas aller pour l'eau, ils vont aller plutôt pour les graines. Oui, mais on ne peut pas mettre de l'eau dans le fond. Là. Ouais, il faut laisser lisse comme ça. Ouais. Là, en tout cas, les jeunes ne savaient plus le monter. Oui, justement, je parle de tonneau. Ouais, c'est ça. Et puis toi, le chat qui arrive pour bouffer les souris, c'est pas remonté non plus. Ouais, j'avais des chats. J'avais mis. J'étais très content. J'ai des pigeons, j'ai encore un couple de pigeons. Et donc, par la trappe des pigeons, hein, les pigeons ponts, hein, pour la beauté, pour le... Bon, bah. Et donc, par là, il entrait un chat, d'un coup, il entrait, qui allait dormir dans la paille, hein, pour la paille pour avoir mes œufs pour les poules. Oh, je dis, maintenant, je vais être tranquille avec les rats. Ouais, mon œil. J'ai une fois regardé, fait attention aux rats qui dormaient, et les rats qui passaient à côté et tout. Ils regardaient comme ça en disant, on va pas me faire chier, là. On a des, j'allais dire des couillons. Non, mais pour un jardinier, un bon chat chasseur, ça met de l'équilibre un peu pour tout ça. Hein. Eux, ils vont chasser quand ils sont chez eux, leur territoire, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit un chat chasseur. Et un chat chasseur, ça veut dire qu'il a été appris à chasser, à tuer, à bouffer par sa mère. S'il n'a pas appris, il va jouer, il va faire, et puis c'est tout. Hein, il va bon camarade avec les souris. Donc, quand ils sont sevrés trop tôt, quand ils sont tirés de la mer trop tôt, que la mère n'a pas appris à tuer, ça ne va pas. Hein, il ne va jamais être un chat chasseur, je dis. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un chat, ça fait beaucoup plus de tort que de bien. Hein. Ça dépend. Parce qu'il tue tout. Ah, ouais, les oiseaux, ça peut faire quelquefois. Ouais. Et celui qui ne va pas tuer, bien souvent, c'est le rat. Les ratons. Il faut déjà un bon chat pour le. Il faut déjà un bon chat, mais ça arrive. Mais quand on est fort embêté, avec les mulots, les compagnons, les trous à chat, ça fait du. Ah, si. Ah oui, si. On avait un bon chat à Albec à un moment donné, là, un chat sauvage qui est venu. Oh, ça a beaucoup diminué. Et puis après, ce chat a disparu. Et c'est de nouveau la courbe montante des mulots et des compagnons et tout ça. Si, on voit la différence. Bon. Ça, c'était pas dans mon programme. Il n'est pas marqué là, rien du tout. Alors, arrêtez. Quelle heure? Ah oui, ça va, je suis dans les temps. Arrêtez les tailles des arbustes fruitiers. Et de tous les autres d'ailleurs. Et ça, c'est mon idée à moi, je préconise. Hein. Donc, là, maintenant, les températures, c'est fini, les 20 et tout ça, il paraît que ça va tourner autour des 10, des bazars. C'est l'automne qui s'installe. Donc là, il faut arrêter tous les tailles. Parce que si on continue de tailler, de couper les arbres, de faire la taille, ça, c'est l'entrée pour toutes les maladies à champignons et tout. La cicatrisation ne se fait pas bien et tout ça. Voilà, c'est tout. Donc, normalement, même ceux qui l'ont oublié, qui ont oublié de descendre leurs arbres, hein, ceux qui sont devenus grands et tout ça, c'était au mois de juillet ou qu'il fallait faire quand il faisait sec. Mais il y en a qui m'ont demandé, ont dit, maintenant j'ai ton temps, il faut attendre, il faut prendre patience maintenant pour le mois de juin, l'année prochaine, ou 15 mai, quand il commence à faire bon. Mais maintenant, il y a tout, il faut attendre. Ça fait plus de temps que de bien. Maintenant, il est ton temps, il faut laisser, et puis voilà. Donc j'explique tout ça, j'ai des cours de taille, donc j'ai supprimé un, il n'y en a plus que 2 l'année prochaine, parce que je trouve que celui de fin mai, c'est trop tôt. Les 2 premiers jeudis du mois de juin. Donc il y a des cours, et j'explique tout ça, le pourquoi et tout ça. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, je veux dire, arrêtez de faire des coupes. J'ai dit pour la raison. Mais les fruitiers, aussi bien les autres affaires. Hein,
Et souvent aussi, mais je ne m'y connais pas beaucoup, mais j'ai lu ça, que pour beaucoup de plantes à fleurs, plantes vivaces et tout ça, il ne fallait pas non plus faire le ménage avant l'hiver. Parce que ça protégeait, pour beaucoup, l'hiver, c'est le feu, c'est tout ça qui protégeait. Il fallait faire plutôt la taille quand il commençait à faire bon l'année d'après. Que sinon, ça fragilisait beaucoup quand on faisait le ménage avant l'hiver. Et que ça détruisait en tout cas aussi l'habitat de beaucoup d'insectes protecteurs, enfin de tout. Voilà. Mais c'est sous réserve. Je ne m'y connais pas encore assez là-dedans pour faire, mais j'ai lu ça aussi. Et ça me semble, je me dis, ça me semble juste. Ouais. Pas laisser pour l'hiver comme ça. Les rosiers aussi, je pense. Ouais. Bon, mais si on les taille avant l'hiver, ça les affaiblit très fort et ils peuvent geler. Alors que ça ne gèle jamais. Donc il faut dire. Ouais, je pense. Hein. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il vaut mieux attendre le printemps. Mais Ignace ici qu'on est bien là-dedans, mais il n'est pas là aujourd'hui. Hein, donc, il est en train de boire une foncifère quelque part. Bon, alors, pas. S'il y a des questions, ou des gens qui ne sont pas d'accord, ou qui ont une autre idée, c'est le moment. Hein, non? Oui, la vigne aussi. Non. Et si on fait une taille, maintenant, en tout cas maintenant il est trop tard. Mais on pouvait faire avant, c'était une taille de. Quand ça partait partout, c'était un peu arrêter le. Mais non. Mais la vraie taille, non, attendre que ça reprend. Et on va bien voir d'ailleurs où ça repart, les nouveaux bourgeons et tout ça. Et alors à ce moment-là, on pourra tailler pour avoir les bourgeons le plus près possible du tronc. Mais il faut attendre, patience, il vaut mieux, quand il y a moyen. Et alors pour faire les greffes, là, il faut tirer... c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Non, ça c'est au mois de janvier, février. Ah bon. Ouais. Février, c'est un bon moment. Janvier, février. Pour avoir des morceaux pour greffer. Donc il y aura une séance de greffage aussi au mois de mars, là, vers la mi-mars, quelque part. Alors, il y a encore... Alors, compostage de surface. Alors, c'est maintenant le meilleur moment. Donc, il y a 2 périodes de l'année où la terre est très, très vivante. Elle se reproduit, les bébêtes qu'il y a dans le sol et toute la vie animale et tout ça, ça se produit fort. C'est le printemps et l'automne. Mais c'est l'automne plus que le printemps. Donc, c'est maintenant qu'il faut le ver de terre, les cloportes, les bactéries, tout ça, la vie du sol, c'est maintenant. Donc, les grandes chaleurs sont passées, la terre revient humide, c'est maintenant. Et donc, c'est maintenant qu'il faut les alimenter. Je dis que le plus possible, commencer maintenant, il faut protéger la terre, et c'est maintenant qu'il faut mettre tout ce qu'on a, fumier, compost, déchets, de n'importe quoi, si on a tout ça, c'est maintenant qu'il faut mettre, pas enterrer, tout en surface, partout dans tout le jardin. Donc c'est maintenant, commencer maintenant, c'est le meilleur moment, et tout l'automne, au fur et à mesure qu'on a, mais le plus vite possible au mieux. Alors, qu'est-ce que ça fait pour l'effet? Donc, ça va nourrir, j'ai dit, de la vie du sol, ça va l'enrichir, ça va protéger la terre, mais aussi, les oiseaux vont venir tout l'hiver, donc la terre est couverte par compost, vont venir tout l'hiver, et il y a de la nourriture en dessous, les vers, les bassins, et ils vont gratter, ils vont vous faire un ménage, ils vont vous manger tous les œufs de limaces, d'escargots et les petits vers de toutes sortes là, qui sont à quelques centimètres en dessous du sol, ils vont vous faire un nettoyage formidable, à condition qu'il y a de la nourriture en dessous, que c'est protégé. Donc ça c'est là. Pas seulement on nourrit la terre, les machins, mais aussi à ça. Les oiseaux vont venir et vont faire le ménage. Et si on met par exemple du fumier en surface, une fine couche de fumier. Non, pas une fine couche, on peut mettre une grosse couche. On peut mettre une grosse couche. Et alors, on peut mettre du fumier avec paille ou sans paille, ça n'a pas d'importance. Ça n'existe pas, ça, du fumier sans paille. Si vous avez le fumier, le mot fumier implique nécessairement de la paille. Ouais. Quand on dit fumier, c'est obligatoirement de la paille. Sinon, c'est du caca ou bien je sais pas comment, des fientes de poule ou des fientes de canard ou des fientes, mais c'est pas, quand on appelle fumier, c'est nécessairement, je veux dire, 8 ou 9% sur 10 de paille, composé de paille, avec du...
Hein? Paille ou copeaux, ça dépend. Oui, paille ou copeaux de bois ou tout ça. Mais nécessairement, c'est avec... ah ouais, il n'y a pas de fumier sans paille ou sans copeaux de bois. Hein. C'est pas du cacapu. Hein. Sans le cacapu, c'est autre chose. Il ne faut jamais employer comme ça directement. Hein. Du pigeon, bien de poule et tout ça. Il faut garder. Hein. Si on a du cacapu comme ça, pas l'eau de notre raison, il faut garder à part et garder pour faire un engrais coup de fouet. Hein, ça remplace le nitrate de soude avant. Le nitrate de soude du Chili, là, le salpêtre, là. Voilà. Hein, c'était des engrais coup de fouet. Hein. Beaucoup d'azote. Facilement assimilable par les plantes directement, hein, donc rien de plus. Mais il faut éviter ça. En écologie, il faut éviter les engrais rapides comme ça qui font pousser l'azote, ça rend les plantes malades, fragiles et tout ça. Mais ça peut avoir le même effet, le cacapu, s'il est trop, trop fort, peut avoir les mêmes effets que de l'engrais chimique. Hein. Donc il faut faire 1 kilo, par exemple, de caca de pigeon, dilué minimum par 10. 10 litres d'eau pour un machin, et même c'est mieux, même 20 litres d'eau, dilué dans 20 litres d'eau, et alors on va arroser les plantes qui sont chétives, quoi, qui démarrent pas, qui sont pas bien, qui ont une couleur comme ça, un vert pâle comme ça, un vert blanc, blanchâtre, on voit tout ça, hein. Et là, alors, avec cette eau, avec une espèce de pullin, enfin c'est de l'eau avec des pullins, à granger avec l'arrosoir, hein, bien arroser ces plantes, pour donner un coup de fouet, parce que c'est de l'engrais directement assimilable. C'est pas à faire sur tout le jardin. Il ne faut jamais faire... éviter toujours les trucs directs. Hein. Ça doit passer par l'entremise des bactéries et tout ça pour nourrir la plante, hein, des micro-rhizes, des champignons, de tout ça. Hein. Directement, c'est toujours dangereux. Hein. Combien par 10 litres d'eau? Quel volume de viande de poule par 10 litres d'eau? Ah ben, un volume, un litre, veut dire minimum 10 litres d'eau. Hein. Ah, 1 litre pour 10 litres? Ah ouais, minimum, mais même c'est mieux, plus. Hein. 1 pour 20, c'est mieux. Ouais. Là, il n'y a pas de risque de... Ouais. Ah sinon, alors, les plantes vont bien pousser, ça va des coups de fouet, ils vont venir bien, mais ils vont venir alors sensibles aux maladies et aux parasites. Hein, ouais. Hein, la sève est trop azotée, alors ça attire tous les... Les pucerons. Les punaises, les pucerons, tout ce qui aime bien l'azote liquide. Ouais. Et quand on fait le compostage au sol, est-ce qu'on met un paillage, on peut mettre un paillage au-dessus? Ça n'empêche pas les oiseaux de venir... Un paillage au-dessus? Oui, c'est ça. C'est le compost, le paillage. Oui. Le paillage, c'est comment ça, un paillage? Si. Ah oui, si. Ah ouais, tout, hein. Les mauvaises herbes et tout mélangé et tout avec la fumée. Ah si, ouais. Et même, le mieux, c'est ça, c'est le plus possible mélanger même. Hein. Le plus qu'il y a d'éléments différents, pour le compost, c'est mieux. Ah ouais. Toujours mieux, toujours, le maximum de choses. Et recycler tout, hein. Les cendres de bois, les déchets de cuisine, tout ce qu'on peut avoir, les poudres de marbre, je sais pas, quelquefois on peut avoir, on est à côté de gens qui, même les copeaux de bois, par exemple, la sciure, on est à côté de gens qui, voilà, tout seul ça va pas parce que ça plaque, mais mélanger avec de la paille, avec du compost, avec du fumier, ça c'est formidable. Alors. Avec les mauvaises herbes, c'est pas tout quoi, ouais, maximum de choses. Très bon, c'est le broyant. Hein? Ah ouais, les broyants, les jeunes rameaux, les jeunes trucs broyés, mis et tout ça, ouais. Mais pas oublier, dans le potager. Pas broyer tout, hein. Si vous avez un broyeur, c'est pas nécessaire d'avoir un broyeur. Hein. On peut couper comme ça et mettre, ça mettra un an de plus, mais ça servira aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Je veux dire. Mais pas oublier avant ça, le mot, là. Hein. Avant de broyer tout, il faut garder des choses pas broyées, grossières, hein, pour les refuges, là. Hein. Ah ouais, ça, insectes. Ah ouais, absolument indispensable. Ouais, pour les abeilles, pour les oiseaux, pour tout. Ouais. Et quand on nettoie sans les temps, avec la vase... Oui, aussi, hein, c'est un engrais formidable. Ah ouais, la vase. C'est pas trop fort, ça. Non, avant ça. Maintenant, on ne le fait plus. Mais on pourra le refaire bientôt. Parce qu'il est interdit maintenant d'encore mettre de l'herbicide pour nettoyer. Les villes, ils ne peuvent plus employer d'herbicide pour nettoyer. Hein, même les trottoirs et tout, en Belgique, en tout cas, c'est pas en France, mais on ne peut plus employer d'herbicide pour nettoyer et tout ça. Donc les ruisseaux et tout ça, les bouts des ruisseaux, maintenant, étaient devenus... C'était rempli de tout, hein, l'herbicide et tout. Mais maintenant, ça va redevenir de nouveau un engrais, je veux dire, un truc à châtable, quoi. Pas un vrai engrais, mais un truc qui pourrait être recyclé. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est jamais rien enterré.
Pas enterré. Parce que tout va se recycler en surface. Tout va se transformer, se recycler en surface, et ça ne va pas perturber la vie du sol. C'est ça qu'il faut. Par exemple, on met une orange, une banane, mais plus de banane et d'orange. On est sûr qu'ils ont été désinfectés. Entre parenthèses, désinfectés. Mais c'est passé dans un bain de banane pour qu'ils développent. Donc, avant, ça va mettre plus ou moins longtemps. On voit, hein. D'ailleurs, on voit certains fruits, quand vous achetez certains fruits qui sont là, des pommes, ça ne bouge pas, hein. 3 mois après, c'est encore même que vous l'avez acheté. Hein. Ça ne pourrit plus, ça reste comme ça. Bon, tout ça, on peut recycler, malgré qu'il y a eu, je vais dire, des poisons chimiques, enfin des trucs, mais à condition de mettre en surface. Parce que tout ça, on va transformer. Et ça va être attaqué par des champignons, des bactéries qui vont recycler tout ça. Donc, ils vont y chercher. Donc, tout peut être utilisé. Moi, je vois la différence avec les herbicides. J'ai les pelouses des voisins qui ont des belles grosses pelouses, là, de mon pas mieux. Hein, mais il y en a que je vois ceux qui ont utilisé des herbicides et ceux qui ont utilisé rien du tout. Ça met 2-3 fois plus longtemps avec l'herbe que je mets, qui a eu des herbicides, pour se décomposer que les autres. Mais enfin, à la longue, la vie reprend quand même, c'est attaqué, voilà. Oui. Le compostage de surface, on le fait au-dessus par exemple, au-dessus des engrais verts, on laisse les engrais verts. Ah non, on ne s'est pas fait les deux en même temps. Ah non, il ne faut pas couper. On le laisse. Ah oui, il faut. Et on ne met rien dessus. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ah, ouais. Ou bien alors, c'est les deux, mais par exemple, vous mettez de la moutarde, hein, la moutarde va à -5. À -5, elle va tomber. Donc s'il fait plus que -5, elle va tomber. Donc vous attendez, vous laissez la moutarde. Quand elle tombe, à ce moment-là, quand c'est tombé, alors vous pouvez mettre... Ou la facélie, la même chose. La moutarde, ça va. La facélie et de... Oui. Les épinards, ça ne va pas, parce que ça ne gèle pas. Donc ça, on les laisse. Ah oui, ça, il faut laisser. Ça va être jusqu'au printemps, et même, hein, donc on peut manger même et tout. Et donc là, on n'a pas besoin c'est l'un ou c'est l'autre. Le fumier et tout ça, l'épinard va faire le travail nécessaire. Il ne faut pas rajouter de fumier sur le terrain. Non. Ah ben non, ça va pas aller. Non, c'est l'un ou c'est l'autre. Et le mieux, c'est quoi? Les engrais verts ou le compostage de surface? Ah, il faut utiliser tout. Ça dépend de ce qu'on veut mettre. Oui. Par exemple, les engrais verts, ça va bien si pour les légumes racines après. Ça ne gêne pas. Par exemple, pour l'ail, oignon, échalote, ça va, les engrais verts, ça va. Mais le fumier, le compost et tout ça, ça ne va pas. Donc ça, c'est trop riche pour ça. Voilà. Donc c'est selon ce qu'on va mettre après. Si on met pour les pommes de terre, là, c'est le maximum de trucs enrichissants. Là, on va mettre les pommes de terre, là on peut mettre du fumier, du compost au maximum. Là, hein, où on met les choux aussi. Ah, les choux, en général, tout ce qui a beaucoup de verdure, qui fait beaucoup de verdure, ça veut dire que là, ça doit être riche. Hein, donc, les choux, les pommes de terre... Les épinards, tu les manges. Mais c'est là où on peut manger les épinards, justement à condition qu'il n'y ait pas eu un engrais azoté trop important. Donc il est même faible. Sinon, les épinards deviennent toxiques. Hein, ils se chargent de... ils prennent tout ce qu'il y a dans le sol, ils deviennent... j'oublie maintenant le truc là. Un truc qui fait que le sol ne prend plus l'oxygène qu'il faut. Donc ça peut être des empoisonnements pour les petits-enfants et tout ça. Donc les épinards ont la propriété de pomper tout ce qu'il y a dans le sol. Mais c'est un recycleur formidable. Vous voyez les épinards, là, où il y a eu de l'engrais à recycler, de l'engrais, de l'herbicide, des terrains qui ont été très maltraités avec toutes sortes d'affaires. Là, il faut mettre des épinards. Mais il ne faut pas manger les épinards. Les épinards vont recycler, ils vont recycler, et alors ils vont faire un engrais, alors acceptable, végétal, un bon engrais. Alors. Voilà. Mais alors, il ne faut pas les manger. Gilbert, c'est-à-dire qu'on peut, entre guillemets, décontaminer un sol avec des épinards. Oui. Des épinards, des orties. On les pousser dessus, on les laisse dessus en compost de surface, c'est dégradé, et là le sol devient... ah oui. D'accord. Ah oui. C'est ça, c'est le meilleur. Les orties et les épinards. Ouais. Et malheureusement, les carottes. Les carottes ont la propriété aussi de pomper tout ce qu'il y a dans le sol. Ah oui, donc ça peut changer en nitrite. 80% des donc il faut toujours mettre des carottes là où on est sûr que c'est bon et tout ça. Et alors aussi, il y a un autre chose, c'est que si on cultive par exemple les épinards avec du fumier, les épinards, ils vont prendre le goût du fumier. Ah ouais. Et
Avec les choux, c'est pareil aussi. Vous n'avez pas trop de fumier, par exemple, pour les choux, qui n'est pas bien décomposé, et qui est là. Vous avez avec des choux, quand on cuit les choux, ça a une odeur comme ça de très désagréable. C'est pas toujours évident, tout. Donc, au plus qu'il y a du fumier, et était riche, au plus les épinards et les choux, ils vont pousser bien, mais au moins, ils vont être comestibles. Je veux dire, au niveau du goût. Ils vont devenir... Plus au niveau des purins, tout ça, il faut faire attention. On utilise des purins. C'est à ce moment-là que ça communique beaucoup. Aussi, ouais. Et les asperges. Ouais. Asperges, on met quoi? Plutôt du... On peut mettre aussi du fumier? Non, pas trop. Je pense qu'il faut mettre pas mal de nourriture, ouais, je pense. Ouais. Ça demande 3 ans. Ouais, ça rappelle beaucoup de compost, beaucoup de par exemple, du broyat de bois. Ouais, voilà. Ça c'est l'idéal, c'est le broyat de bois. Voilà. Et les cendres de bois. Hein. Voilà. On peut mélanger les cendres avec le compost. Hein? On peut mélanger cendres et compost. C'est où là? Je dis on peut mélanger cendres de bois et compost. Ah ouais, il faut faire le maximum de mélange possible. Pour que ce qu'on met sur la terre reste souple et aéré. Pour que ça ne tasse pas. Par exemple, l'herbe de pelouse et tout, c'est formidable, l'herbe et tout ça. Mais si on met l'herbe tout seul, a tendance à plaquer, à faire un truc qui est mélangé avec des autres affaires. Ou bien alors mettre des toutes petites couches mélangées avec les autres affaires. Le marc de café, ça peut être mis... Ah ouais. Le thé, le café, c'est des bons engrais. Enfin, c'est à la limite des engrais. Mais c'est bon pour enrichir le sol. Hein? À mélanger avec le compost. À mélanger avec le compost. Ou bien garder, ce qui est mieux, là, garder pour les semis. Ah oui, quand on, par exemple les carottes, on fait les semis de carottes, on garde le marc de café ou le marc de thé, et quand on a fait on mélange avec les semences, ou bien on met après sur les semences. Et il y a beaucoup de prédateurs qui ne vont pas venir. Ça protège. Ouais. Ça, c'est encore une utilisation commune. Garder à part et faire... ouais. Et pour les soins faciaux, le marc de café, c'est un décapant. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ouais. Le marc de café pour nettoyer la peau. Ah oui, c'est vrai, on C'est bio, un café bio, évidemment. Et on en fait pas, là, aussi. Non, parce qu'on fait des ateliers comme ça. Ah bon? Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit. Pour les dames qui veulent le soigner. Pour enlever la pelle, pour en mettre une autre après. Hein. Bah, en tout cas, ça coûte moins cher que les produits rochers et de luxe. Il fallait pour des produits, maintenant zéro. Parce que ça, là, produits de beauté, pardon. Hein. Bon, on va continuer un peu? Allez, il faut un petit peu de tout. Hein, alors, les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, pourquoi, comment? Alors, le pourquoi, il y a beaucoup de pourquoi. Première affaire, si on veut, avec mon esprit, je veux dire, hybride flamand, hein, ma mère était flamand, ça fait tous des mélanges, c'est d'abord la rentabilité, hein, qui vient comme ça. C'est pour ça qu'on a toujours une caisse à sous qui reste ouverte, comme ça qu'on peut tripoter dedans. On a besoin de l'odeur, de l'argent et du bruit. Rentabilité, il n'y a rien de, pour un petit jardin, même un moyen jardin, il n'y a rien de plus rentable, quand on parle de rentabilité, qu'un arbre fruitier. Quand on voit le prix des fruits, quand on doit les acheter. Et quand on achète un arbre fruitier à 7 € pour un machin qui produit à 1 an, 2 ans, après maximum 2 ans, on a déjà gagné sa mise. Tout le reste, c'est du bénéfice. Donc il n'y a rien de plus rentable que mettre des arbres fruitiers, des petits fruits, et surtout les petits fruits. Et même, je vais dire, ça devient indispensable, parce que le prix des petits fruits devient inabordable. Inabordable. Le prix des framboises, 20 €, 25 €, le prix du kilo de framboises, et tout. Donc tous les petits fruits grossés, il faut être riche vraiment pour l'avoir. Ça devient inabordable. Alors que ça pousse comme de la mauvaise herbe. Facilement. Et donc ça coûterait un framboisier, c'est 1 € au départ, et tout ça. Donc là, l'année d'après, on a déjà rentabilisé. Je veux dire, ça, rien que ça. Mais vous pensez bien que c'est pas ça ma première préoccupation, que je m'en fous même un petit peu de ça, la rentabilité. Je vais dire, je m'en fous carrément, mais je dis ça pour tous les gens qui ont un petit aspect comme ça de joueurs de bourse et tout ça. Et je dis, ben, il faut. Il n'y a rien de plus rentable. À tous les gens, il y a tout plein de joueurs. Hein, il en faut pour tout le monde. Hein, voilà, non. Le pourquoi, c'est que, aussi, un vrai jardin sans arbres,
c'est pas un jardin. Donc, et on sait qu'on en fait des tas d'études là-dessus. L'homme a absolument besoin d'avoir autour de lui des arbres qui poussent. Sinon, il vient malade. Toutes les sociétés où il n'y a pas d'arbres, on en fait, ça devient... C'est une catastrophe au niveau de l'esprit, les grandes agglomérations, tout ça, sans arbres, sans référence à la vie, c'est une catastrophe. C'est tous les Chinois qui ont étudié beaucoup ce phénomène. Et donc, on est obligé de vivre, si on veut vivre en harmonie, bien dans sa peau, plus ou moins, c'est absolument s'entourer d'arbres. Et alors, pourquoi pas d'arbres fruitiers? Pendant qu'on y est, plutôt qu'un arbre comme ça, un arbre, voilà, on tombe de nouveau dans le machin, on a buté, mais non. Alors, c'est formidable quand même. Et il n'y a pas de... Pour manger maintenant une bonne pomme des fruits, ça devient impossible dans le commerce. Déjà cette année, on a vu, ils tiraient déjà au mois d'août, ils tiraient déjà les poires. J'ai vu un machin, ils tiraient les poires. Des conférences et tout. C'est mûr au mois d'octobre. Donc quand tu tires les fruits au mois d'août, des fruits qui doivent être mûrs au mois d'octobre, je ne sais pas ce que tu manges, mais donc tu ne sais pas le goût des fruits, tu manges quelque chose de... Ça n'a pas de goût, tu peux manger n'importe quoi, et dans n'importe quelle variété, ils ont tous le même goût. Les poires, les pommes, parce qu'ils sont tirés beaucoup trop tôt. Donc pour avoir le vrai goût des choses, on est obligé. Une conférence, moi j'avais horreur, mais une conférence poussée dans son jardin, un fruit c'est délicieux. Alors on a une golden, même une golden. Tu manges des golden, c'est dégueulasse, tu sais à peine les manger certaines golden. Mais tu fais des golden dans ton jardin, c'est sucré, c'est vraiment très très bon. Et donc, pour avoir ça, il faut absolument les mettre, encore plus que pour les légumes, mais je veux dire, les légumes ça va encore. Ça respecte plus ou moins le goût, plus ou moins. Mais les fruits, là, pour avoir le goût, pour avoir plaisir, il faut absolument les mettre soi-même. Et il y a moyen, maintenant, en permaculture, avec les petits arbres qu'on a, un bastige, il y a moyen, même dans un petit jardin, d'avoir beaucoup d'arbres. Du moment qu'on les met, ils ne gênent pas pour l'air, la lumière et tout ça, il y a beaucoup de méthodes. Donc, pourquoi? D'abord, c'est pour la beauté. Chacun doit faire, en permaculture, on dit que chacun doit faire un jardin, d'abord faire le jardin dans lequel ils se sont bien. Pas suivre aucune directive, aucune méthode, rien du tout. D'abord, créer, faire réfléchir son cerveau et faire un jardin dans lequel on se sent bien. C'est-à-dire qu'on met les choses qu'on aime bien. Et le cadre dans lequel on aime bien. Les gens qui viennent visiter mon jardin, ces gens, les 3 cm sur son jardin, pour la moitié des gens, je suis ma boule, je suis fou. Mais ils me trouvent bien là-dedans. C'est comme un singe qu'on voudrait faire venir, faire sans herbe et dans la plaine. Qu'est-ce qu'il va dire le singe? C'est invivable. Donc, j'aime bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'idéal. Il n'y a pas d'idéal. Chacun doit vraiment faire comme il aime bien et mettre les choses qu'il aime bien. Et donc, voilà, et faire pour la santé, je veux dire, mentale. Donc, jardinage, c'est d'abord ça. Avant la récolte des fruits, des légumes, avant l'alimentation, avant tout, c'est faire un cadre dans lequel on se sent bien et un cadre qu'on a créé soi-même. Donc qu'on a fait, et qu'on modifie, qu'on crée tous les jours, qu'on fait. Je vous assure, 90% des maladies, entre autres parenthèses, 90% des maladies sont dues à la santé mentale. Je veux dire, 90% des maladies ne sont pas des vraies maladies organiques, des lésions, ils viennent de là, et puis ça peut devenir des lésions. C'est sûr. Les maladies d'estomac, par exemple, c'est évident que voilà, le cholestérol, la nourriture, peut-être pour un 5e, mais maintenant on n'est même pas sûr. On n'est pas sûr que ça rentre pour rien du tout. Mais la santé mentale, bien. Donc quand on est bien, on n'a pas de cholestérol. Enfin, je dis ça entre temps parce que, je veux dire, à Ivrony, dans ma tribu, dans ma famille, le cholestérol, on ne sait pas ce que c'est. Pour moi, dans mon village, c'est une invention des médecins. Il y a comme ça pas mal d'inventions des médecins. Par exemple, mais ce n'est pas des médecins eux-mêmes, c'est des firmes pharmaceutiques. Cholestérol. La nourriture, non, c'est pas la nourriture, c'est d'abord la façon de vivre, être bien dans sa peau. Une fois qu'on est cholestérol, il disparaît, il y en a qui n'ont pas ce que c'est. C'était une parenthèse. Donc d'abord, c'est ça, moi, première affaire, c'est d'abord le cadre dans lequel on sait bien. Et dans lequel on est bien. Donc ça peut paraître un peu tout ça. Et puis après, c'est choisir là-dedans, faire un cadre, et faire un cadre avec des arbres, avec des légumes et tout ça, pour délimiter, il faut faire un dessin de son jardin avec le nord, nord-est, nord-ouest. Nord, nord-est, nord-ouest, il ne vient jamais de soleil. Nord, nord-est, nord-ouest, donc on peut mettre des arbres, ça ne va pas gêner pour la clarté. Si on a un jardin
plus grands, selon la surface. On peut alors mettre des plus petits arbres et des arbres groseilliers, framboisiers, même des pommiers, des poiriers, des petits arbres, même dans le jardin, avec des bandes, hein, selon ce qu'on désire. Plus de légumes, plus de fruits. Donc ça va de 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres, selon la hauteur des arbres qu'on laisse. Hein, donc chacun, c'est à disposition de chacun. Moi j'ai déjà beaucoup évolué, changé. Donc j'ai pas fait un jardin. Quand j'ai commencé, je ne savais rien. Donc j'ai commencé comme ça, et puis j'ai changé, j'ai toujours, et je continue de changer et d'apprendre tous les jours. Donc j'ai pas. Le grand avantage maintenant, des jardiniers qui commencent en bio et en permaculture, c'est qu'ils ont déjà une idée à l'avance, ils gagnent des années. Ils font déjà le cadre assez rapidement. Alors que moi, avec tous les conneries, avec tous les bêtises que j'ai fait et tout, et bon, ben, je change, je bricole et tout. Tandis que maintenant, on a l'avantage déjà de faire au départ un schéma et tout ça, qu'on a beaucoup de choses. Mais on peut changer, hein. Quand on met des petits arbres, des petits arbustes, pendant, je veux dire, les 10 ans qui suivent, de moi c'est des bastilles, on peut les bouger, les changer, hein, les modifier, hein, s'ils ne portent pas, si là ça ne va pas, etc. Et donc, j'ai même réussi à mettre dans mon jardin des châtaigniers, des noyers, des machins, on les met au nord, nord-est, nord-ouest, entre les bâtiments, entre le poulailler. Mais là, on est obligé de prendre, par exemple, un haut tige. Hein, les bâtiments étant ça, donc on prend un arbre qui fait 2 mètres, 2 mètres 50, qui commence là, et puis qui commence au-dessus. Alors que maintenant, les châtaignes là et les noix, ils tombent, hein, mais il y a juste la place pour l'arbre entre ma serre et le poulailler. Et puis tous les... j'entends, hein, je m'assieds là, tout à coup, j'entends bouf, bouf, et tous les châtaignes, et puis ça, voilà, ça tombe là, devant moi, et même si je me mettais à côté, j'ai juste ouvert la bouche, ça dégringole comme ça. Mais je veux dire, il faut utiliser tout l'espace, hein, quelquefois, on pense qu'il n'y a pas de coin perdu. Hein. Quand on pense à un coin, il faut les utiliser. Hein. Ah, donc, vous avez vu le prix des châtaignes, hein, c'est le prix de l'or. Hein. C'est plus cher que l'or. Hein. Les noix, ça va déjà mieux. Mais les châtaignes, c'est incroyable le prix. Et donc, mettre un petit châtaignier, hein, donc, surtout que maintenant, on peut avoir aussi des châtaigniers de bastige. Donc, pour les tout petits jardins, je veux dire, ça ne va pas. Hein. Les noyers, les châtaigniers et tout ça. Mais, ça, c'est des châtaignes, ouais. C'est délicieux, hein, c'est bon, ça revient à la mode, ça coûte un prix fou. Et avec raison, c'est bien. Châtaigniers, ils ont besoin de thé spécial. Non. Parce que moi, j'en ai planté 2 il y a quelques années, tous les 2 sont... Ah ouais. Ah, j'ai jamais fait attention à ça, moi, ils sont bien. Et puis, j'en avais un grand, là, que j'ai mis, premier, et puis j'en ai mis pour l'essayer, j'ai mis en pleine terre dans le jardin, 3 autres, pour voir si ça allait marcher, et ils commencent à porter aussi. Et donc, je les taille aussi, ceux que j'ai mis là dehors, en plein champ, c'était pour voir s'ils allaient supporter la taille. Parce qu'ils disaient que, supporter la taille, c'est-à-dire, sinon ça devient grand, il n'y a plus moyen d'avoir des légumes. Alors j'ai mis, et je coupe en été, et je vois que ça marche. Donc il y a moyen de maintenir, avec la taille d'été. Hein, juillet, août, il y a moyen de maintenir. Mais le grand avantage, c'est comme pour les figuiers, tout ça, maintenant on vend des bastiges. Aussi bien dans les noyers, avant ça n'existait pas, hein, c'était tout en haute tige, tous des grands arbres. Maintenant, les noyers, les châtaigniers, on vend en bastiges, donc des buissons. Donc on peut les manier, je veux dire, avec le coup, au cours des années, jusqu'à 3-4 mètres. Pour arriver. Donc en taillant tous les ans, les figuiers aussi. Moi j'ai un figuier, j'ai dû tailler, je ne sais pas si vous avez vu, dans le fond là-bas. Oh, il était parti et tout, rabattu tout jusque-là, fait pousser comme buisson. Hein. Mais je ne savais pas à l'avance comment ça allait se comporter. Il disait même que par ici, ça ne poussait pas, les figuiers. Alors, bah, oui. Chez moi, j'ai des noyers qui poussent tout seuls parce que j'ai des noyers sur mon terrain. Donc là, j'ai des plants qui sont comme ça. Est-ce que je peux les tailler en bastige? Ah oui, c'est ça. C'est des arbres qui font... Ah oui, si. Ouais. Moi, j'ai fait avec... À partir de noyaux qui sont tombés comme ça, mais il faut... tous les étés, il faut pincer. Hein. Ouais, pas laisser partir, les faire aller en buisson. Hein. Pas les laisser filer. Hein. Voilà, alors, autre avantage qu'il faut rechercher, c'est faire dans son jardin un microclimat. Donc un microclimat, c'est-à-dire... donc, faire un microclimat, alors pourquoi le microclimat? Tout d'abord, pour le climat. Au printemps et à l'automne, quand on est entouré avec des fruitiers et tout ça, ça fait entre 3 et 5 degrés de différence au niveau du sol. 3 à 5 degrés, c'est énorme. Au printemps ou en automne, ça veut dire qu'on a un mois et demi au printemps et un mois et demi de plus à l'automne. Ça fait presque du jardinage, 12 mois sur 12. Hein, à cause
de ça. Alors pourquoi? Parce que les arbres empêchent le vent de toucher le sol. Ça, c'est... Il y a l'érosion. Donc, il y a trois grandes causes pour l'érosion du sol. L'érosion, ça veut dire la dégradation, tuer la vie, tout ça. Le premier, c'est le soleil. La première cause d'érosion, c'est le soleil. Quand la Terre, quand il y a le soleil direct, il y a un soleil, un vrai soleil, hein, pas un soleil avec une couverture, là, ouais, parce que maintenant, c'est rare qu'on voit encore le vrai soleil. Hein. Il y a tellement de pollution entre deux que c'est rare des jours où il y a le soleil. Comme ça, on est tous surpris quand le soleil qui tape fort, qui chauffe, parce que c'est devenu... La pollution est tellement évidente. Dans les grandes villes, il n'y a jamais plus de soleil direct. Hein. Il y a une espèce de... Autour des grandes villes, là, de voile, de machin. Donc, le soleil direct sur la Terre peut tuer la Terre jusqu'à 10 cm de profondeur. Donc le soleil, c'est la première cause d'érosion. C'est ça qu'on a découvert aussi, très important pour les pays chauds, les pays en voie de développement, c'est que pour débroussailler, on débroussaille. C'est fini, des grands débroussaillages, là, pour faire... Parce que le soleil direct, alors, on ne sait plus rien faire pousser. Hein. Donc maintenant, on maintient des arbres pour cultiver, on en a marre, on défriche, on fait, mais on laisse des arbres pour que le soleil n'atterrisse plus au niveau du sol, sinon on ne sait rien cultiver dans les pays chauds. Donc le soleil, c'est la première cause d'érosion. Par ici aussi, ça peut être, mais je veux dire, le soleil, c'est plutôt rare, hein, parce que hein, quand on le voit pas très souvent, et quand on le voit, il est plutôt caché. Mais enfin, ça peut être. Le deuxième, c'est le vent. Quand le vent atterrit au niveau du sol, il refroidit tout le sol et il pompe l'humidité. Surtout ça. Il pompe. Normalement, on a assez d'eau, même dans beaucoup de pays, même dans le sud de la France, normalement, on a assez d'eau qui tombe sur un an. Le problème, c'est que si ce n'est pas protégé du vent, tout est pompé dehors. Hein, il y a des grands vents et tout ça. Donc, quand on fait des fruitières, le vent, il faut empêcher le vent d'atterrir au niveau du sol. Hein, donc, alors, pour ça, 2 mètres, un arbre de 2 mètres. Donc, l'idéal, ce n'est pas le mur. Hein. Surtout pas faire des surfaces remplies, les murs, des plaques en briques et tout ça. Parce que quand le vent va venir dessus, il va rebondir derrière et il est 2 à 3 fois plus violent quand il touche quelque chose qui ne s'est pas passé à travers. Il est 2 à 3 fois plus violent de l'autre côté. Il fait des tourbillons et ça, c'est une catastrophe. Donc il faut, et maintenant on le fait quand on vend des grillages, des espèces de trucs, que le vent il passe à travers. Hein. C'est calculé la moitié. Hein. Et c'est ça. À peu près. Une haie fruitière bien faite, il y a la moitié du vent qui s'engouffre dedans, mais il est freiné, il passe, et donc l'autre moitié, il passe au-dessus. Alors 2 mètres, hauteur de 2 mètres, ça veut dire que le vent, quand il vient, il passe au-dessus, et il atterrit 5 mètres plus loin. Donc 2 mètres, c'est à peu près 5 mètres plus loin. Donc, si vous mettez 2 mètres 50, 3 mètres, ça veut dire que c'est 7 mètres, 8 mètres plus loin. Donc c'est ça. Hein, donc, selon les bandes de culture que vous faites, vous savez, calculant la hauteur des arbres, le vent. Donc il faut faire en sorte que le vent n'atterrit jamais, mais que vous avez assez de lumière qui arrive partout. Et alors la troisième cause d'érosion, c'est la pluie. Donc les arbres aussi, c'est formidable, parce qu'il dit que ça pompe. Oui, ça pompe, mais ça remet l'eau de plus profond au-dessus. Hein. Ça met aussi, ça fait une mi-ombre aussi. Donc, quand c'est trop, c'est trop. Hein, ça fait trop d'eau. Mais il y a des plantes, et pour ça, alors, il faut choisir un jardinier bien réfléchir, ceux qui aiment bien beaucoup de lumière, hein, mi-ombre et ombre. Et donc, c'est en fonction de ça, alors qu'on met tel légume, telle bandère, telle plante, dans tel coin, au pied des arbres, là, hein, selon l'ombrage, selon les exigences des plantes. Mais, donc, ça empêche aussi l'érosion par l'eau, parce qu'ici, dans un jardin comme ici, il peut, et ailleurs aussi, ceux qui font comme ça avec les arbres, l'eau ne fait pas de dégâts, hein. Même les orages, même les grêles, hein, c'est un minimum de rien, parce que tout il se protège l'un l'autre. Hein, donc, il n'y a pas de vrais dégâts, et surtout, il n'y a pas la meilleure terre, c'est la terre de surface, c'est la plus vivante, c'est la plus riche, c'est la plus machin, elle n'est pas emportée par les eaux. Hein. Il y a des régions, c'est incroyable, la bonne terre fertile, il y a pour des années à reconstituer une bonne terre fertile. Hein, quand on voit en France, il n'y a pas des régions où tout l'eau, là, on voit cette terre, hein, cette boue, c'est tout la bonne terre fertile qui est partie. Hein, il y a pour des années à reconstituer ça. Donc, il faut faire des endroits protégés, donc, dans lesquels on se sent bien, qu'on se sent bien, même si c'est pour rien faire. Hein. Mais c'est devenu, je veux dire, une maladie maintenant. Par ici, la paresse, c'est une maladie. C'est considéré dans nos pays occidentaux comme une maladie. Alors que la paresse est absolument indispensable pour l'être humain. Ah, mais il faut dire, mais on dit quelqu'un. Fainéant, c'est autre chose. Hein, fainéant, ça, c'est lui qui ne veut pas
qui ne veut pas boulotter, qui ne veut pas travailler, bon ben, il y a encore à réfléchir. Mais paresseux, il faut absolument que les gens s'arrêtent, paraissent, réfléchissent, pas se laisser emporter comme ça. Donc, pour qu'un homme soit homme, il faut absolument... Sinon, on ne comprend rien. Hein. Si on est speedé comme ça et qu'on va dans son jardin, on ne comprend pas, parce qu'il y a un langage autour de nous. Hein. Les plantes, les herbes, tout. La nature, ça parle. Hein. C'est parce qu'on n'a pas le temps, si on n'est pas paresseux assez pour l'écouter, on ne va jamais comprendre. Hein. Mais ça parle, hein, mais c'est sérieux. Hein. Pourtant, moi, je suis comment on appelle ça, très cartésien, il ne faut pas me faire croire des histoires. Il faut pas. J'ai horreur des gourous et des bandits et de toutes les sectes là, qui nous font toutes sortes d'imbécilités. Mais ce que je sais, c'est que la nature, les arbres, quand on écoute, quand on est là, quand on a son ton, quand on s'assied, quand on fait, on écoute, ça parle, il y a une compréhension. Hein. Et alors c'est formidable quand on arrive à... Et donc on fait de moins en moins de conneries. Hein. Alors oui, il faut demander pardon. Ça, je demande souvent pardon. Hein. À chaque fois que je trouve une poire, une pomme, je demande, je suis obligé, je demande pardon. Toutes les sociétés primitives, tous faisaient ça. Hein. Tuer un animal, manger, il y avait tout un rite. Je trouve ça... Il y a des rites qui sont exagérés, après qui sont restés un peu... Mais je trouve ça formidable, moi, de demander pardon à la nature. Tuer un animal, et l'animal, comme respect pour l'animal, tout était utilisé. Jusqu'au moindre poil, le moindre os, rien n'était gaspillé. Et ils demandaient pardon, qu'ils avaient dû tuer pour eux vivre, et qu'ils demandaient pardon à la nature, à l'animal. Et je trouve ça formidable. Nous, on a perdu tout respect, même pour les animaux, pour tout ce qui... Mais c'est incroyable comment on traite les animaux, comment beaucoup de gens traitent les animaux, dans les abattoirs et partout. C'est honteux la façon dont on traite les gens. On sait bien qu'il faut tuer, il faut vivre, il faut manger. Même les légumes sont vivants, il faut les manger, les fruits et tout ça, mais il faut un certain respect. Sinon, on se dégrade soi-même. Hein. C'est quoi? C'est comme dans les tortures. Le pire, c'est pas... Je dis le pire, pourtant c'est déjà grave. C'est pas l'homme qui est torturé. C'est le mec qui torture qui est complètement foutu. Sa vie et tout. Quand on peut arriver à torturer quelqu'un d'autre, on n'est plus un homme, on est complètement dégradé, c'est ça. Donc on perd de qualité de vie. Donc voilà. C'est tout. Voilà. Et donc, un jardin, normalement, on permaculture, bio, c'est ça. Donc, les herbes servent surtout, c'est ça qui fait le plus. Je suis toujours peiné, moi, quand je vois, même en bio, ou bien à Banac, quand je vois. Ils disent c'est en bio, mais je vois des champs complets, je ne vois pas la différence avec ce qui n'est pas bio, quoi, avant. Les maraîchers. C'est des champs complets, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un cadre, c'est moche comme tout. Je dis pourquoi ils ne mettent pas des arbres fruitiers, des petits fruits, des bazars, faire une entité dans laquelle ils peuvent travailler, qu'ils se sentent bien. Et c'est très productif en même temps, hein, c'est une erreur de croire que... Mais voilà, réfléchis là, il n'y a pas seulement pas utiliser d'engrais, et pas des poisons, mais il y a aussi... Le cadre de vie, le respect de vie, c'est très important. Donc ça, et ça, c'est encore là. Hein, il ne suffit pas de supprimer. Ça, c'est à redécouvrir. Voilà. J'ai sûrement encore oublié beaucoup d'affaires, mais il faut demander dans les questions. Hein. J'ai dessiné, moi, le cadre, comme on fait. Hein. En gros, le pourquoi, le comment, mettre des arbres fruitiers, hein, des arbres et des petits fruits. Maintenant, si vous voulez, on prenait plus en fond, en détail. Ouais. Il y a des associations, pareil que là, il y a les fraises de pommes. Pour les arbres, les mettre. Bon, on a compris, le noyer il va au nord, voilà. Mais après, par exemple, c'est bien de mettre un prunier à côté d'un cerisier. Ah oui. Ça, c'est pas. Je sais pas où il y en a qui se. Non, c'est le contraire. Les arbres aiment bien d'être groupés. Les pommiers entre pommiers. Les poiriers entre pommiers. Entre pommiers. Mais des variétés différentes. Donc c'est absolument important. Un pommier tout seul, un poirier tout seul, ne va pas produire. Ou rien du tout. Quelquefois, quelques fruits qu'on appelle parthénocarpiques. Je ne sais même pas prononcer le mot, tellement c'est barbare. Parthénocarpiques. C'est-à-dire que sans pollinisation, il fait quand même un fruit. Par exemple, les conférences, quand ils ne sont pas fécondés, ils font des fruits. Mais on voit, quand il n'a pas été fécondé par un autre arbre, les conférences, ils ont un long col. Ils ne sont pas aussi trapus que ceux qui ont été là. Alors que les arbres, pas pollinisés quelquefois, par les autres, ça existe, mais ils sont beaucoup moins gros, beaucoup moins goûteux que les autres, ils ont une autre forme. Donc normalement, ils aiment bien être ensemble. Au plus ils sont ensemble, l'un côté de l'autre, les pommiers, au plus ils se fécondent l'un l'autre. Donc des variétés différentes, et au plus les fruits sont beaux et gros et goûteux. Donc pour ça,
c'est là que c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut 2, 3, c'est minimum. Dans le catalogue des arbres, j'ai mis une feuille avec à part ce que je recommande comme arbre, et c'est surtout ça que j'ai visé. Les arbres que je recommande, c'est surtout des bons pollinisateurs. Sinon, les gens sont roulés. Hein. Ils mettent 2 arbres, 3 arbres, ou même ils n'ont jamais de fruits, parce qu'ils n'ont pas bien choisi. Et donc là, c'est surtout ça que j'ai mis. Il y en a, par exemple, Bon Chrétien William, je trouve que quand on commence des poires, il faut commencer par celui-là. Parce que c'est le meilleur pollinisateur, on peut mettre à côté. Oui, voilà. Pour chacun, dans les prunes, c'est Reine Victoria. Reine Victoria, quand on met ça, c'est déjà productif, et il pollinise tous les autres pruniers autour de lui. Et donc, voilà. Mais là, il doit être... Mais grouper, ça veut dire... La pollinisation se fait à peu près dans un rayon de 50 mètres. Donc, par les bourdons, par les abeilles. Maintenant, on sait par tous les insectes, par les fourmis. Il y en a des arbres qui sont pollinisés par les fourmis. D'autres même par les pucerons. Donc maintenant, on fait attention parce qu'on sait que certains trucs, on ne les tue pas avant qu'ils aient fait le boulot de pollinisateur. Alors qu'avant, on zigouillait tout avant, maintenant on s'aperçoit. Donc, à fur et à mesure qu'on commence à connaître ça, sérieusement, ça devient très, très, très intéressant. Vraiment, ça devient bien. On commence à connaître tous ces mécanismes, on est très surpris. Des araignées, des pucerons pollinisent. Hein, donc, on s'aperçoit que tout n'est pas noir ou blanc, tout n'est pas mauvais ou bandin. Hein, que chacun a sa place et qu'il faut, quand on connaît, alors ça va bien. Hein, ouais. Sinon, pour les arbres, j'avais envie de répondre, ça répond pas directement, mais de planter de la consoude en dessous parce que ça remonte ce qu'il y a dans le sol, mais surtout c'est très mellifère, donc ça attire les insectes pollinisateurs et au printemps c'est pas mal pour les arbres. Oui, et le consoude pousse très bien en mi-ombre, au pied des arbres, et c'est un très bon légume, hein, pas seulement en engrais. C'est l'engrais végétal le plus important. Hein. C'est celui qui contient le plus de minéraux et d'engrais de toutes sortes et tout ça. Mais c'est aussi un très bon légume, hein, à la façon du poisson. Ça sent la sole, hein, quand on met plusieurs couches dans une pâte à beignet et rôtir à la poêle. Juste le même que la sole. Hein, juste la même odeur, le même goût et tout. C'est formidable. Il faut découvrir ça. Ouais. Alors que c'est une plante pas... Hein, un peu comme les hommes, hein, une plante pleine de poils. Hein, donc, pas très attirant au départ, mais voilà, tu vois. Je t'embrasse, Gilbert. Pour ceux qui veulent plus de précision et de renseignements là-dessus, en France, il y a une association d'agroforesterie qui peuvent renseigner les gens. J'ai même l'adresse à la maison. En grande agriculture, maintenant, ils ont, les dernières expériences qu'ils ont fait, donc ils font des bandes de 50 ou 60 mètres. Des bandes de culture de 50. Et tous les 50 à 60 mètres, ils font des haies, enfin, pas fruitières, des haies d'arbres de toutes sortes. Mais il y a beaucoup de fruitiers, hein, des châtaigniers, des noyers, tout ça. Donc des bandes. La production de blé, donc ils font du blé entre deux, la production de blé a augmenté entre 10 et 20%. Alors qu'ils croyaient que, mais déjà, là, tout ça, ça allait diminuer. Ben non. Et ils ont vu l'importance des feuilles. Donc, tous les feuilles de ces grands arbres. Et ça augmente la rentabilité aussi de façon formidable. Parce qu'en plus du blé, il y a les noix, il y a les châtaignes. Et plus, ils ne pensaient pas que les feuilles avaient autant d'importance comme engrais pour le sol. Sans vouloir en rajouter, dans ce parcours en Allemagne, c'est plus seulement l'expérimentation, c'est le champ pratique. Donc des bandes céréalières de 100 mètres de large. Les arbres fruitiers. Côté de la forêt noire. Ah ouais. Donc j'ai vu mon expérience, 50 ou 60 mètres en France. Un tas d'autres choses. Ah oui, c'est plus... c'est encore au stade de l'implantation, mais c'est déjà en route. Les grandes surfaces de la bosse et tout ça, ça c'est le désert céréalier. Et alors aussi, dans les vergers, donc on revient, on a oublié, mais c'est vraiment, c'est dingue ça. Donc il n'y avait plus de vergers dans les fermes, il n'y avait plus rien, on disait comme ça. Maintenant, on remet de l'herbe, on fait pâturer les vaches, parce qu'on sait maintenant, les vaches peuvent être dehors, selon les régions, 12 mois par mois, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'acheter du soja du Brésil et tout ça. Donc des grands arbres fruitiers, enfin de mi-tige ou tige, de l'herbe entre deux, et alors on s'aperçoit que donc les vaches sont très bien, ils mangent de l'herbe, mais ils mangent les fruits. Mais c'est ce qui se passait avant. Hein. Dans les fruits, ils tombent, les vaches, et ils mangent même, selon certaines espèces je ne sais plus quelles espèces d'arbres et tout ça, qui ont des feuilles vraiment très bonnes à manger, des saules, mais beaucoup d'espèces
que même les humains ils peuvent manger des peupliers, des choses. Je suis en train de regarder là. Je suis étonné qu'on peut mettre dans les salades certaines feuilles d'arbres qui. Voilà. Et donc, les vaches, donc ça coûte beaucoup moins cher, le lait est meilleur. Et on revient d'un truc, on a été roulé, mais roulé par les. Ah, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'on a pu digérer toutes ces conneries qu'ils nous ont racontées. Ouais, ça revient. Ouais. Il y a quand même la ferme de 1000 vaches en Picardie qui démarre. Ah ouais. Mais un autre domaine. Vas-y. Et pour les petits arbres fruitiers, on peut mélanger cassissier, groseillier, ou c'est mieux de faire... Non, ensemble. Je peux les mélanger. Ah non, les mettre ensemble. Oui, tous les cassis ensemble, les groseilliers rouges ensemble. Ouais. Pour la pollinisation, c'est mieux. Oui, parce que les groseilliers rouges ne vont pas polliniser les cassis. Hein. Ah non. Donc en fait, on ne peut pas en planter qu'un, il faut toujours en planter plusieurs. Ah oui, tous les groseilliers, même tout seuls, ils vont produire. Mais beaucoup moins abondamment et beaucoup moins des fruits moins gros que s'ils sont pollinisés par des autres variétés. Ouais. D'accord, donc il vaut mieux toujours... Surtout toujours choisir la pollinisation croisée. Et les regrouper. Il y a même des fruits, certaines variétés où c'est indispensable. Par exemple, les myrtillers, un myrtiller tout seul, rien du tout. Ah oui, c'est pour ça, il faut 2 ou 3 myrtillers différents pour avoir une pollinisation, sinon il n'y a pas. Les noisetiers aussi. Les noisetiers, il faut minimum 3 variétés différentes pour avoir une bonne récolte et des bonnes noix. C'est pas dit qu'ils ne vont pas produire, mais ça va être minable. Et les baies de goji, c'est pareil alors. Les quoi? Les baies de goji. Ah, je sais pas. Moi j'en ai mis qu'un, j'ai rien. Rien du tout. Mais c'est parce que... C'est parce que c'est... Mais c'est mâle et femelle, je pense. C'est goji. C'est un. T'es sûr? Oui. Et André qui était ici à Bruxelles, il en a mis. Un à la fois. Oui. La baie de goji met 2 à 3 ans avant de donner. Moi j'en ai un seul et ça donne quand même, mais c'est une bonne expérience. C'est pas un pied mâle ou femelle? Non. J'en ai pris 2, mais le problème c'est que ça vient très tard. J'ai seulement les fruits maintenant, et ils sont tout verts. Ah oui, comme le kiwi. Donc c'est toujours mieux de mettre plusieurs... Ah ouais, mais c'est ce que je me demande. Et pour la taille... C'est venu très tard. Ouais, mais ça, ça dépend. Dépend des baies de goji, c'est un truc chinois. Ah, donc c'est pour l'immuniser, c'est pour ne plus mourir. Je pense que les baies, ils sentent ça. Quand ils trouvent qu'il y a trop de vieux sur la tête, tout à coup, ils ne mûrissent pas pour faire de la place pour les plus jeunes. Ah, mais à tout, il y a une explication. Hein, il faut chercher. Là. Ah, quelquefois, c'est pas toujours gay. Hein, par contre, c'est une liane qui se développe encore pire que les kiwis. Hein. Au moins autant. C'est c'est énorme. En un an, elle a fait 25, 30... Ah, c'est bien, c'est parce qu'elle s'habitue bien. Et tu vas souvent la caresser, souvent, tu vas la voir. Ouais. Il y a des noisetiers qui n'ont jamais de fruits et des noisetiers qui ont des fruits. Est-ce qu'il y a mâle et femelle et des noisetiers qui n'ont jamais de fruits? Non, il y a mâle et femelle sur le même. Sur le même. Mais le mâle du noisetier ne féconde pas sur son propre arbre. Il doit féconder un autre. Donc quand il y en a, ou bien tout la même variété, il n'y a pas. Il faut absolument mettre des autres variétés, plusieurs variétés. Ah, ouais. Moi j'avais aussi. Qui par ordre, qui c'est qui a levé premier la main? Ouais. Je reviens sur les vaches dans le verger, là. C'est valable avec n'importe quel animal, les chèvres, les moutons, les poules. Hein? Oui. Ah oui. Mais si vous... Mais les chèvres, il faut... Il faut faire attention parce que tu n'auras plus l'arbre. Les chèvres, il faut avoir à l'œil. Hein. Ça bouffe tout. Hein. Parce que les chèvres, ça mange tout. Et ça grimpe dans les arbres. Hein. Donc, si on met des chèvres, par exemple, il faut mettre un cerclage autour des fruitiers. Ah ouais, sinon ils vont même manger l'écorce et tout, ils vont monter dans l'arbre, ils vont manger tout. Ça, les chèvres, c'est formidable. Hein. Au niveau de la rentabilité, une chèvre adulte, 6 litres de lait par jour. Vous vous rendez compte, hein? Donc une vache, les meilleures vaches, c'est entre 30 et 40 litres par jour. Là. Mais comparez une vache avec une chèvre, combien de fois le poids, et une chèvre, 6 litres de lait par jour. Là. Donc il n'y a rien de plus rentable qu'une chèvre. Et une intelligence incroyable, et ça mange tout, ça, le cycle de tout. Mais il faut faire attention aux dégâts. Par exemple, dans un verger, pour protéger les arbres et tout, sinon ils vont manger les écorces, ils vont même grimper dans l'arbre, que tu n'as pas à bouffer. Ah ouais. Mais c'est attachant, c'est formidable. Bon, allez. C'est moi. Pour la taille des... En dehors des poiriers pommiers, les premiers cerisiers, est-ce qu'on peut les couper?
Si on veut pas, si on veut Ah oui, en été, en juillet, août. pareil, quoi, on coupe. Ah oui, tout ce qu'on veut pas en juillet, août. Mais généralement, il ne faut pas toucher aux petits branchages et à tout ce qui est horizontal. Généralement, les pruniers et les cerisiers ont des branches maîtresses, une ou deux, des pivots, souvent un. Et quand on rabat un, tous les autres, on les met à la lumière et ils vont féconder. Souvent, il faut regarder le 1 ou le 2 les plus puissants et rabattre cela. Puis tous les autres, ils vont bien se développer horizontalement et ils vont donner des bons résultats. Donc mais surtout choisir des bastilles au départ. Hein. Mais même comme ça, on peut avoir des trucs qui poussent. Voilà. Je voudrais des idées petits arbres fruitiers pour un tout petit jardin. Pardon? Je voudrais des idées d'arbres fruitiers. Ah, des idées tout plein, pas les idées qui montent. Tout petit jardin. Ah ouais, tout plein, les idées là, tout plein. 40 mètres carrés. Les fraisiers. Oui, tous les bastilles, ça fait rien. Mais il n'y a plus de catalogue fruitier. Hein. On va le refaire, on a été au dernier, tout est parti. Mais tout ce qui est bastilles, Les premiers colonnes. On fait les bastilles, les colonnes, par exemple, qui font celui-là, un truc. Il y a des tas de trucs. On sait mettre des petits fruitiers. Mais même, ça dépend. J'ai peut-être pas fort insisté, mais le nord, nord-est, nord-ouest, il n'y a jamais de soleil qui vient. Hein. Nord, nord-est, nord-ouest. Donc là, on peut mettre des arbres même qu'on peut laisser pousser plus fort. J'ai une haie de pommiers là, donc au nord, hein, au nord, là, ils font 4-5 mètres. Hein. Donc, à partir de bastige, hein, j'ai laissé pousser, mais il n'y a pas de soleil qui vient et le vent vient là, donc ça fait des bonnes barrières. Mais à l'intérieur du jardin, là, il faut pas le laisser 2 mètres 50, ça va. Il ne faut pas le laisser pour que tous les plantes aient de la lumière. Et ça, c'est un combat permanent. Enfin, un combat, mais quand la terre, elle pousse ici, tout il devient grand, et les arbres, ça prend une exubérance, un peu comme la jungle, hein. Mais vraiment, quand ça pousse à une vitesse, tout il devient. C'est incroyable. Hein. Donc, de plus en plus, mon boulot, c'est chacun, il a sa lumière. Quoi. Mais ces dernières années, il y a des endroits, j'ai dû faire des grosses coupes, il y a carrément, hein, tellement ça. C'est bon. Mais c'est pas à l'avance. C'est en faisant que je vois. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'expérience comme ça. Donc, je n'ai pas à m'appuyer sur l'avant, je fais à fur et à mesure, et je vois. Et je donne l'expérience à fur et à mesure que je vois aussi. Hein. Donc, mais il ne faut pas s'en faire pour ça. Hein. Les gens, ils vont s'adapter, ils vont faire. J'avais une question, en fait, parce que cette année, mes groseilliers et donc j'ai 2 pruniers ont perdu leurs feuilles très tôt. Donc, en fait, les groseilliers, au mois d'août, il n'y avait plus de feuilles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire des cette année, c'est normal. De quelque chose pour les aider cet hiver? Cette année, ça, c'est normal. Parce que la saison a commencé 2 mois plus tôt. Hein. Ils ont démarré très tôt. C'est pas une maladie. Tous les arbres fruitiers, normalement, non. Tous les arbres fruitiers, donc, on a eu un printemps extraordinaire. Hein. Donc, tout est à l'avance. Et donc, quand ils ont fait leur cycle, ils perdent leurs feuilles. C'est un peu normal, hein, avec le temps. C'est pas nécessairement... Non. C'est difficile à dire d'ici, mais c'est pas nécessaire. Mais, en tout cas, en prévention, c'est les cendres de bois. Ça, poudrer avec des algues marines pendant la pousse et mettre des cendres de bois ou bien comment on appelle ça, du broyat de... Comment ils appellent ça? BRF. Là, oui. Donc ça peut... Préventif, ça ne peut pas faire tort. De toute façon, c'est bon. Si c'est une autre maladie, ça va régénérer. Ça peut être un manque de phosphate. Hein. Ah non, moi j'ai eu plein de groseilles en fait, mais après la récolte, tout de suite, les feuilles, il n'y en a plus. Sur les pruniers. Les 2 pruniers, pareil. Complètement chauve. Il y a encore quelques questions, il est bientôt là. Ouais. Sur les feuilles jaunies, parce qu'on a un petit, un pas encore. C'est jauni, on l'a remplacé, mais c'est jauni. Mais jaunissent quand? Ah, mais maintenant, c'est normal. Mais les autres ne jaunissent pas, c'est le seul. Ah, mais il y en a, selon les variétés. Il y a des cerisiers. Par exemple, maintenant, il n'y a déjà plus une feuille dessus. Il y en a qui ont encore des feuilles, ça dépend des variétés. Mais ça, là, maintenant, c'est normal. Hein, Et surtout, cette année, l'année a commencé très tôt, et donc, Il y a les pommiers aussi pollinisateurs qui donnent tous les petits malus. Ah ouais. Celui qui est embêté, qui n'a pas une bonne pollinisation, doit mettre un malus, un pommier à fleurs. Donc ça, c'est... Les malus, c'est des pommiers à fleurs, mais il y a des fruits ornementaux, là. Ornementaux, mais qui se mangent. Hein. Il y en a qui sont très bons aussi. Hein. Et ça, c'est les meilleurs pollinisateurs pour les autres. Par exemple, un malus
pommiers sauvages, pommiers africains qu'on appelle. C'est le meilleur pollinisateur qu'il y a pour les autres pommiers. Et c'est très joli en même temps. Et puis, si on ne mange pas les pommes, mais les pommes peuvent être mangées, ça fait de la bonne nourriture pour les oiseaux tout l'hiver. Donc c'est jamais perdu, c'est beau, hein, c'est rempli de fruits et tout. Oui. Mais comment on peut les planter? Est-ce qu'il faut faire une haie, une butte? Il faut quoi? Ah oui, je n'ai pas parlé de ça. Ah oui. On est déjà loin là. Le minimum. Faire le trou, mais ça dépend. Ça dépend où on habite. Je veux dire, un climat ordinaire, où il pleut ordinairement, pas tout ça. Donc, il pleut beaucoup quand même par ici. Surtout pas faire le trou à l'avance. Surtout pas faire le trou à l'avance. On fait le trou à l'avance, là, dans les pays où il fait sec, où il fait chaud. On fait le trou pour faire une espèce de drainage, pour que l'eau arrive dans le trou. Par ici, c'est le contraire. Si l'eau arrive dans le trou, c'est une des causes principales que les racines, ils pourrissent, ils meurent. Hein, donc, on peut mettre l'endroit, hein, les tuteurs, les bassins mettent pour gagner du temps. Mais il ne faut pas faire le trou à l'avance. On fait le trou, et alors, quand on a l'arbre qu'il y a, on remet l'arbre au même niveau qu'il a été dans la pépinière. Et ça, on le voit. Parce que tout ce qui a été enterré est sombre, et tout ce qui a été au-dessus est plus clair. Donc, il faut le remettre à la même... Et faire le trou qui correspond aux racines, pas plus. Après, surtout, pas d'engrais, pas de compost, rien. En tout cas, dans nos régions. Les gens qui ont bonne terre argileuse, les bonneuses, de tout, en général, il n'y a pas besoin. Les arbres n'ont pas besoin d'engrais. Donc, non, surtout pas d'engrais, pas de fumier, rien du tout. Rien du tout dans tout. Donc, comme ça. Ce qui est bon, après, c'est quand on a... vous placez la terre bien arrosée, bien pour que la terre est bien... C'est dessus mettre un paillis, ce qu'on appelle un paillis. Là, ça peut être avec de la paille, avec du compost, avec du broyat, avec des mauvais herbes, avec de la pelouse. Quand tout est fini, hein, quand tout ça, au-dessus, mettre pour garder l'humidité. Et l'année qui suit la plantation, ça, il faut regarder, l'arbre ne peut jamais manquer d'eau. Donc l'année qui suit la plantation des arbres, c'est là. Après, ils se débrouillent. Mais l'année qui suit, c'est comme ça que les gens ils perdent beaucoup. Ça, il ne peut jamais manquer d'eau. L'année qui suit la plantation. Donc quand il n'y a pas quand il ne pleut pas assez, il faut aller aider. Ouais, c'est seul. Il ne faut surtout pas enterrer la greffe. Ah ouais, mais ça dépend. Ouais. Mais au départ, pas. Donc au départ, il y a le point de greffe. Donc on l'enterre comme il était en pépinière. Donc le point de greffe, il est dehors. Mais après, si vous avez, ça peut arriver, des arbres trop faibles, qui ne poussent pas bien, il y a quelquefois intérêt à buter et enterrer la greffe. Donc laisser l'arbre comme ça, mais buter, mettre la terre pour que le point de greffe soit dans la terre. Et l'arbre va prendre ses racines, donc pas le porte-greffe, l'arbre lui-même, la variété. Et quelquefois, alors l'arbre, quand on a des arbres trop faibles comme ça, voilà, et quelquefois ça peut aider. Mais c'est des cas un peu exceptionnels, c'est l'arbre, ça arrive. Mais le plus souvent, donc, parce qu'un arbre porte inversement proportionnel à sa robustesse. Donc plus un arbre est faible, plus il produit. Donc pas malade, faible. Hein. C'est ça, c'est difficile à retenir ça. Hein. Donc, et plus il est costaud et machin, au moins il a tendance à faire des fleurs et des fruits. Donc il ne faut surtout pas mettre de l'engrais azoté. Enfin, il faut de l'engrais azoté, il faut de l'azote. Tout ce qui vit a besoin d'azote pour pousser. Mais je veux dire, tout de suite laisser d'azote. Il faut un petit peu trop d'azote, ça rend les arbres malades, faibles, attaqués alors par les pucerons, l'azote liquide et tout le bazar. Donc, les arbres fruitiers, il faut les rendre faibles, donc ils produisent beaucoup, donc il ne faut pas enrichir. C'est rare, ça peut se passer. Hein. Bon, mon syndicat m'interdit de faire des heures supplémentaires. Hein. Merci Gilbert. On va après. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. T'as vu maintenant ?